Bonsoir, merci de nous rejoindre sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est l'heure de votre magazine de débats sportifs, la nuit du sport. Athlétisme, le Cameroun s'apprête à accueillir la 4e édition du Grand Prix CAA Continental Tour. Plus de 10 pays africains ainsi que les États-Unis sont attendus ce samedi 17 octobre sur les pistes du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Où en est-on avec justement les dernières informations par rapport à ce grand rendez-vous d'athlétisme en Afrique? Vous aurez plus de détails tout à l'heure dans la pause actu. Autre discipline, le football, avec notamment le retour sur le terrain des équipes nationales de football du Cameroun. Pour son comeback, par exemple, les Lions indomptables ont tenu un échec en amical au Japon la semaine dernière du côté des Pays-Bas. Quelles sont les leçons à tirer de cette équipe post-Covid? Et dans le même ordre d'idées, que faut-il retenir également de l'équipe nationale de football à prime à 3 mois du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN? Le Cameroun, pays hôte, peut-il réussir le pari de remporter le trophée à domicile au vu des différentes tensions observées dans la tanière des Lions à prime? Ces problématiques sont au centre de la seconde partie de l'émission. Nos invités ce soir, Ernest Mabouka, entraîneur de football. Bonsoir coach. Bonsoir Lydie, bonsoir aux co-panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous sommes là pour le sport, rien que pour le sport. Notre confrère Sylvain Kwambi de Prespo est avec nous. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les panélistes et sans oublier tous vos nombreux téléspectateurs. Et Timothée Makongo, ancien footballeur. Bonsoir Maxime. Bonsoir Lydie, bonsoir aux panélistes et aux téléspectateurs. Avant peut-être de démarrer cette émission, dans le fond, Timothée Makongo va penser à quelques personnages du football qui nous ont quittés il y a quelques jours. Oui, il y a d'abord, il y a presque une semaine, 10 jours, il y a eu le décès de Mbomé Frem, qui était un ami et très actif, qui était resté très actif dans les coulisses du football, qui avait même pris sur lui d'essayer de lancer quelques équipes féminines. C'était un mondialiste parce qu'il a participé à la Coupe du Monde de 1982. Il a joué avec le Canon, il a gagné plusieurs fois le championnat avec le Canon et une Coupe d'Afrique même avec le Canon. Donc c'était un joueur vraiment fameux, formidable. Et vraiment ses obsèques vont se dérouler, je crois, en fin de mois, je crois. Et il y a aussi Djombi, qui était un... Djombi Doff, qui était un très très bon joueur, de la génération de Lie Youm, qui ont fait les très beaux jours du Diamant de Yaoundé, des beaux jours avec le Léopard de Douala. Et même il a joué à l'équipe nationale, Djombi Doff. Il a été aussi à l'équipe nationale, c'est fou. C'était un fou follet au niveau de la course et puis des shoots. Il avait des shoots très très puissants. Malheureusement, la télévision n'existait pas encore à cette époque pour qu'on puisse lancer des souvenirs d'eux. Mais c'était des grands artistes. Que ce soit Mbomé Frem qui jouait comme arrière latéral d'une manière générale. Et Djombi qui était milieu. À l'époque, nous avions toujours cette histoire qu'on appelait le 6, le 8, le 10. Mais il était toujours là dans un des postes du milieu. C'était un joueur très efficace, mais très sobre et très... un peu silencieux dans ses manières. Oui, très discret. Mais il est quand même resté dans les coulisses du football. Il est resté dans les coulisses du football puisqu'il était président de la Ligue régionale du littoral. Il était trésorier au niveau national, je crois trésorier adjoint au niveau national. Et il faisait partie du comité directeur de la Fédération camerounaise de football pendant longtemps. Mais il est resté toujours vraiment très conciliant avec les gens, presque un peu effacé, mais qui était vraiment très amical avec tous ses partenaires. C'était, en réalité, c'était une grande figure du football, mais qui est restée dans les coulisses, malheureusement. Voilà. Peut-être une réaction, coach Mabouka? Pour rien que dire mes condoléances à tous ces grands valeureux footballeurs qui sont partis, et je peux dire paix à leurs âmes, et mes condoléances à toutes leurs familles qui sont aujourd'hui en deuil. Et ça fait mal, c'est ça la vie. On est venu pour vivre et enfin ne pas exister. Donc, je peux dire que mes condoléances, c'est rien que. Voilà. Un petit mot aussi, Sylvain Kwambi. Bon, je ne peux que me joindre à tous sur votre plateau pour adresser les condoléances à la grande famille du football pour avoir perdu ces grands artistes, malheureusement que nous les jeunes nous n'avons pas connus. Mais vous savez, lorsque les noms transcendent les générations, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose de bien qui s'était fait à cette période-là. Et aujourd'hui, si ces noms continuent à transcender les générations,
ça veut dire qu'ils font quand même partie de ceux-là qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire du football. Et on ne peut que leur souhaiter que la terre de nos ancêtres leur soit légère. Légère, comme on dit souvent. Voilà, merci messieurs pour vos différents hommages rendus à l'endroit de ces quelques figures du milieu footballistique notamment qui ont disparu. On va donc entamer cette émission par une note sur l'athlétisme avec la 4e édition du Grand Prix CAA Continental Tour qui est donc prévue ce samedi 17 octobre au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. De nombreux pays étrangers sont attendus à ce grand rendez-vous de l'athlétisme africain. Plus de 11 pays ont déjà confirmé leur participation d'après la cellule de communication de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Le Nigeria se déplacera avec 6 athlètes. Le Bénin va venir avec 4 athlètes. Le Congo-Brazzaville sera représenté par 3 athlètes. Le Kenya se déplace avec 2 athlètes. Pareil pour la République centrafricaine. Djibouti, la RDC, la Zambie, l'Éthiopie, le Tchad et les États-Unis vont aligner un athlète chacun lors de ce grand rendez-vous. On le rappelle, de l'athlétisme en Afrique. Ce sera donc la 4e édition de ce Grand Prix et de manière exceptionnelle ce soir. Vraiment exceptionnel. On va recevoir le responsable de la communication de la Fédération camerounaise d'athlétisme dans un instant, Yves Désiré Ekwala, pour avoir justement les dernières nouvelles par rapport aux préparatifs de cette compétition qui va réunir, on le rappelait, plus de 10 pays quand même du côté de Yaoundé. On en saura un peu plus aussi comment les athlètes camerounais, parce que c'est important, la compétition c'est chez nous, il faut, on va voir comment nos athlètes se préparent. Est-ce qu'ils pourront jouer vraiment les premiers rôles lors de ce Grand Prix? Yves Désiré Ekwala, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Wakeda, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors avec vous, on est à la veille quand même de ce Grand Prix de la CAA Yves Désiré. Quelles sont justement les dernières nouvelles par rapport à cette compétition? On va tout simplement dire que les préparatifs vont bon train. C'est de manière très très sereine que la fédération prépare cette compétition qui a dû être reportée à 3 reprises en raison de la pandémie liée au coronavirus. Mais enfin, on a cette date qui a été validée par la Confédération africaine et la World Athletics. Donc, les réunions se succèdent entre la Fédération, le Comité national olympique et le ministère des Sports. On a toutes les confirmations, dorénavant, on a toutes les confirmations, ça je peux déjà vous le dire, des pays étrangers qui prendront part à cette compétition. On était à 11 pays. On est passé à 12 parce qu'on attendait effectivement. On est passé à 12 parce qu'on attendait la confirmation du Gabon. Du Gabon, oui. Qui effectivement on l'a fait aujourd'hui en mi-journée. Oui, qui viendra avec 8 athlètes. 8 athlètes. Oui, et 2 encadreurs. C'est quand même une forte délégation. Hein. Oui, assez forte délégation quand même. Sur le Nigeria, c'est 6 athlètes. C'est 6 athlètes, oui, 6 athlètes pour le moment. Enfin, c'est ça, elle est arrêtée cette liste du Nigeria. Et ils sont attendus à Douala jeudi nuit. D'accord. Alors, quels sont peut-être les athlètes phares, les grands noms qu'on devra peut-être voir lors de ce Grand Prix à Yaoundé? Juste à côté, on a le Congo-Brazza avec comment s'appelle, Natacha Ngoye, qui est championne qui a remporté la médaille d'or du 100 mètres des derniers Jeux de la francophonie. On a la franco-béninoise, parce qu'elle préfère que je dise qu'elle est franco-béninoise, Noélie Yerigo, qui vient d'être championne de France du 800 mètres en 1 minute 59 secondes. Elle a couru en dessous des 2 minutes, qui va forcément pousser les autres à travailler davantage. On a le jeune Nigérian Emmanuel Arowolo, qui effectivement sera également là, qui court actuellement en dessous de 10 secondes 40. Donc voilà quelques noms comme ça des pays étrangers. Il y a le Kenya évidemment qui arrive pour le 5000 mètres. Vous imaginez aisément qu'ils sont un peu plus remplis à la tâche plus aguerris que... On va vous dire quoi? Nous, on ne va pas s'aligner Je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit, mais bon. Non, il faudrait honnêtement qu'on reconnaisse quand même qu'au côté de la fédération, on a essayé quand même de mettre les athlètes
dans des conditions assez idoines pour faire bonne figure. C'est quand même chez nous, comme on dit souvent. Et on espère tout simplement, vous savez, c'est une compétition internationale, puisqu'on ne va plus dire africaine, parce qu'au départ, c'était un continental tour, mais maintenant, avec les États-Unis et la France, c'est passé à autre chose. Donc, quand vous atteignez ce type de compétition, on ne regarde plus vraiment le pays hôte. C'est vrai que nous sommes chauvins, mais bon, à un moment, il faut être un peu objectif, parce que le Kenya n'enverra pas non plus un laissé pour compte, ou alors le Djibouti n'enverra pas sur 400 mètres n'importe qui. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est l'un de leurs meilleurs qu'ils envoient au Cameroun. Alors, par rapport justement aux athlètes camerounais, comment ça s'est passé? Vous avez bien fait de souligner la crise sanitaire qui a été la cause du renvoi de plusieurs reports de ce grand rendez-vous. Comment est-ce que les athlètes camerounais se sont préparés jusqu'ici? Alors, contrairement à une discipline assez particulière dans notre pays, qui, malgré les décisions du ministère des Sports de rester confiné, elle s'est exposée avec des stages, des équipes nationales et compagnie. Écoutez, on va dire que nous avons réussi quand même nous entraîner de manière clandestine pour maintenir au moins la forme. Il y a eu des séances d'entraînement peut-être par différents groupes, de manière à ce qu'il n'y ait pas de véritable foule. Parce que vous savez, on a eu 2 jeunes championnats qui ont été interrompus à partir du mois de mars. Donc, en fonction de cela, on a essayé de regarder, faire un ranking, prendre les meilleurs et puis essayer de les maintenir. Et lorsqu'on a eu la deuxième confirmation de date, les enfants sont rentrés un peu plus dans le travail spécifique pour qui s'est réveillé, garder la forme et puis être compétitif au moment venu. Alors, on a un entraîneur quand même sur ce plateau. Est-ce qu'il faudrait peut-être s'attendre à écouter ce que Yves Désiré dit, que nos athlètes camerounais puissent peut-être jouer les grands rôles samedi à Yaoundé? Moi, je crois que pour préparer cette compétition, le Cameroun a affûté ses armes. Hein. Alors, on ne peut pas partir dans cette compétition en se disant qu'on a payé haute et on n'a pas pu préparer les gars. Je crois que les entraîneurs qui sont là aujourd'hui savaient ce qu'ils devaient faire. Et je crois qu'en ces jours-ci, aux derniers jours, ils ont déjà tous les stages, des joueurs, des athlètes qui vont participer. Quelles sont les performances qu'ils attendent d'eux? Parce que nous devons aussi fixer les objectifs en se disant que nous voulons arriver à ce niveau pour ne serait-ce que challenger les grands. Arriver à ce niveau, nous, on s'est préparé. Donc, les entraîneurs et les athlètes savent que nous sommes chez nous. On dit souvent que quand le chien est chez lui, c'est difficile de venir, ne serait-ce qu'entrer dans la maison. Quels qu'en soient les cas, je ne connais pas les noms, mais je sais quand même que le Camerounais étant au Cameroun, nous sommes des battants. Bon, on l'espère bien. Après, avec ta permission, après ce que l'entraîneur vient de dire, effectivement, sachant que nous sommes chez nous, nous avons des athlètes tels que Claude Gatien-Chamaken, qui est recordman du Cameroun de lancer de javelot, qui a promis en fait de se venger parce que heureusement pour lui, parce qu'à chaque compétition d'envergure, il réussit quand même à battre le record du Cameroun, le record national du Cameroun. Mais il y a un Congolais qui malheureusement lui dame toujours le pion. Mais cette fois, il a dit j'ai essayé de travailler parce qu'il faudrait dire non plus, il ne faudrait pas que les Camerounais disent on était confinés. Parce que ce n'est pas que les Camerounais qui étaient confinés, c'est tout le monde qui était confiné. On a vu les résultats lors du dernier meeting de Monaco. Les performances n'étaient pas non plus terribles. Donc tout le monde a un peu subi l'effet de la crise. Donc ce ne sera pas une excuse. Je pense qu'on va aller au-delà de nos moyens pour pouvoir... Eric Bacha du côté de la Finlande. Voilà, par exemple. Donc c'est dire qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. On va s'arranger à... Tel que c'est parti, c'est bon, on ne viendra pas jouer les touristes ou alors les outsiders ou alors les victimes résignées. Non, pas du tout. Alors, avant, dernière question, Yves Désiré, quels sont les enjeux de ce Grand Prix? Tout a été malheureusement tout décalé. Le Grand Prix, généralement, il est qualificatif pour des compétitions internationales du type les Jeux Olympiques, le championnat du monde. Vous savez, jusqu'en 2021, aucune compétition ne va véritablement être qualificative pour une autre compétition parce qu'on n'attend pas non plus des performances extraordinaires compte tenu de ce que tout le monde à un moment a été à l'arrêt. Donc ça ne va pas être non plus... on souhaiterait avoir de gros résultats, mais on ne va pas non plus être très très rigoureux
en la matière. Alors, ce Grand Prix donc arrive au lendemain de l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus. Nous sommes dans un contexte de crise sanitaire. Le ministre des Sports a autorisé la reprise des activités suivant les mesures édictées par le gouvernement, mais aussi le protocole propre à chaque fédération. Comment est-ce que vous êtes quelles sont les mesures que vous êtes en train de prendre au niveau de la Fédération camerounaise d'athlétisme pour pouvoir respecter ces recommandations? Bon, alors je vais me limiter à parler des nationaux parce que vous savez forcément qu'au niveau international, personne ne rentre au Cameroun sans avoir présenté son test de Covid. Donc pour nous au Cameroun, effectivement, donc à part demain, c'est-à-dire que ça a commencé aujourd'hui à Yaoundé, tous les athlètes retenus passeront le test. C'est-à-dire que ça veut dire l'administration, les techniciens et les athlètes. Tout le monde systématiquement passera par là. Donc il faudra présenter son test avant d'avoir accès au stade. Non, mais non, enfin, à la compétition, je veux dire, parce qu'on ne va pas non plus demander à tous les spectateurs de présenter... Non, il faut qu'on soit sérieux. Non, c'est pour éviter au maximum le contact. Au moins que les athlètes qui arrivent, de l'étranger forcément, eux, ça va, mais nous, c'est-à-dire que les officiels techniques, les administrateurs, tout ce qui est partie technique, que tout le monde soit systématiquement... Et ce n'est pas fait... c'est pas chacun qui va le faire dans son coin. Non, on a... Enfin, j'appelle ça un petit centre. Un centre agréé pour faire ça. Il faudrait que tout le monde présente patte blanche pour participer. Je sais qu'il y a 2 qui ont été recalés aujourd'hui. On est mercredi, oui, aujourd'hui, ils sont recalés malheureusement. Mais on y tient. On y tient. Ça peut être nos meilleurs, mais il faudrait qu'on y tienne. La santé avant parce tout. qu'aujourd'hui, ce n'est pas un événement fédéral, et même si. Mais c'est un événement de la Confédération qui est regardé par la World Athletics. Donc on est obligé de respecter ce protocole. Vous avez quand même évoqué les spectateurs. Maintenant, on sait que dans sa note, le ministre avait parlé de 200 personnes par événement sportif. Quelles sont aussi les mesures prises par la Fédération quand même par rapport à cette mesure? Vous savez, on est accompagné par plusieurs ministères. Il faut dire des questions parce que c'est un événement encore international. Donc, du coup, il y a de la diplomatie autour. Mais en fait, ce qui a été dit en réunion, c'est que les forces de l'ordre devraient s'arranger à faire un minimum, c'est-à-dire limiter minimiser le nombre de spectateurs. Malheureusement, on voit les grandes compétitions internationales. Que ça va on se vient de dérouler voir. dans un stade. On a vu Roland Garros qui est fini dimanche dernier. Il n'y avait pas 20 personnes. Et donc, enfin, on respecte. Malheureusement, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Il faut compter les délégations. Effectivement, si on compte seulement les délégations, les officiels qui seront dans l'arène, il y aura plus de 200 personnes. Même si je prends quand vous parlez des officiels, ça veut dire que même les représentants diplomatiques qui seront là, tout ce qu'il y a comme sécurité. Respecter 200 dans un gymnase peut-être, oui, mais dans un stade, ça va être un peu compliqué quand même. Pourquoi c'est plus compliqué Oui, allez. Non. Je posais la question pour savoir pourquoi c'est plus compliqué dans un stade que dans un gymnase. Le gymnase, il est assez... Moi, je crois qu'il est restreint. Je veux dire, il est restreint. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus de place au stade. Donc, ça veut dire qu'on peut donc avoir plus de spectateurs au stade. C'est pas moi, c'est le ministre et nous, on lui dit, on respecte ce que le ministre décide. On s'en tient à sa décision. Mais je veux dire, c'est quand même une compétition internationale. On pourrait regarder peut-être sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi une solution de contournement. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'organisateur de la compétition, c'est-à-dire la Confédération africaine d'athlétisme, qui doit décider que bon, ou vous nous acceptez, ou vous nous donnez au moins 2000 spectateurs. Non, en fait, 2000 ce serait ne pas respecter non plus. Mais maintenant, dire qu'on ira à 200 personnes, je ne voudrais pas non plus demander aux gens d'entrer et que ça crée autre chose. Sans compter aussi la presse. En fait, moi je les ai mis dans les officiels quand je parle de la presse. Donc je veux dire que le tout fera déjà même. En Brésil, regardez, vous avez 12 délégations, 13 plus de Cameroun. Toute la partie technique, les administrateurs, ça fera un bon nombre. Et j'imagine le ministre va se déplacer, forcément on sera avec une délégation. Donc ça ne fait que se multiplier, on risquerait de courir et on aura comme seul spectateur malheureusement nos coéquipiers. Mais les stades ont 30 000, 40 000 personnes, c'est des grands stades. Je veux dire au niveau des stades qui ont été construits, ils ont été construits pour on peut mettre les gens de manière disséminée, tout ça. Il y a des barrières au niveau. C'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais normalement les forces de l'ordre qui pourraient éventuellement, je dis éventuellement,
permettre à ce qu'il y ait une espèce, parce que ne me dites pas par exemple que la communauté congolaise à Yaoundé qui voudrait voir Natacha ne demandez pas d'entrer au stade avec Ayouyou et compagnie, donc ça va être un peu compliqué, mais je pense tout simplement que c'est des réglages qu'on peut en dernière minute améliorer. On n'a pas parlé de la partie médicale, du corps médical, donc si on le tout global, on sera déjà à plus de 200 personnes. Donc, voilà. Forcément. Mais est-ce que c'est quand même possible de pouvoir regarder la compétition sur les réseaux sociaux, hein? C'est un peu à la mode maintenant. Hein. C'est une option. La compétition sera en principe, jusqu'à hier en réunion, la compétition pourrait être diffusée en direct sur la télévision nationale, ce qui est sa partie sport. Donc, c'est encore en négociation. Donc, on espère que ça pourra l'être. Ça permettra peut-être aux gens de regarder à la maison. Mais je sais un peu ce que c'est, rester à la maison, c'est les sportifs dans une arène, tout seul, sans spectateur. Des fois, on veut courir vers son public. Il n'est pas là. C'est un peu compliqué. J'ai eu du mal à regarder la finale Roland Garros dimanche. Je criais tout seul chez moi. Il n'y a pas de bruit, c'était pas agréable, mais bon, on s'en tient à cela. Oui, c'est la mode maintenant. Ok, merci bien Yves Désiré. Et qu'on l'a peut-être rappelé à quelle heure la compétition va démarrer samedi? Elle commence exactement à 13h. À 13h. Oui, à 10 km de marche. Voilà, à 13h, il y aura plusieurs disciplines. Oui. Évidemment. Oui, il y aura les concours, il y aura des lancers, il y aura des sauts, il y aura des courses de sprint, des courses de fond et la marche. Merci bien d'être... La marche dans la ville ou... Non, dans le stade. Dans le stade. Non, mais non, sa question n'est pas fortuite. Vous savez, en fait, généralement, parce que c'est vrai qu'on confond la marche athlétique et la marche sportive. Voilà. La marche athlétique aura lieu effectivement, le 10 km, 10 000 marches aura lieu dans le stade. Dans le stade. Voilà, dans le stade. Généralement, c'est... Ça se fait souvent dans les rues, mais bon, comme on est en train d'éviter au maximum le contact avec l'extérieur, on s'en tient à cela. D'accord. Merci bien Yves Désiré voilà, pour toutes ces informations. C'est moi. Et à samedi. À samedi, peut-être même avant. On l'espère bien. Donc, on va évoluer dans la pause actu. On parle évidemment de cette crise observée entre aujourd'hui la Fédération camerounaise de football, la Ligue de football professionnel du Cameroun, le ministère des Sports, la FIFA aussi, qui a fait une sortie ces derniers jours. Alors, Timothée Makongo, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur cette crise qui continue, on va de rebondissement à rebondissement, si on peut le dire ainsi? En fait, je suis obligé de tirer tout simplement une philosophie. Globalement, je ne parlerai plus, je n'oserai plus jamais parler d'incapacité des hommes ou d'incompétence. Il y a, malheureusement, dans notre pays, c'est une réalité générale qui se produit et qui nous pose beaucoup de problèmes. C'est des clans se forment au mépris de toute la population camerounaise, de tous les sportifs camerounais. Des clans se forment et ils mettent le poids sur leur réalité d'hommes, sur leur ego. Hein? Et cet ego-là est tel que nous subissons des trucs, des choses extraordinaires, incroyables, inadmissibles, que ce soit de la part du ministre, du président de la Ligue professionnelle, du président de la FECAFOOT, de tous les vice-présidents qui sont tout autour, de tous ces querelles-là. Et même finalement, on se rend compte que le TAS qui vient et les aide, quel parti voulez-vous prendre? C'est des hommes qui, pour moi, en parlant sur un plan purement philosophique, c'est des hommes qui ont décidé de détruire le Cameroun au profit de leur ego. Je ne saurais pas... Parce que c'est un truc qui n'a plus de sens. Si c'était des véritables patriotes, des véritables nationalistes, qui ont de l'amour pour ce pays, tout se serait réglé bien longtemps avant tout cela. Mais nous sommes dans un melting pot, comme si nous ne sommes plus dirigés, comme s'il n'y a plus de leader d'opinion, comme s'il n'y a plus de leader de situation, comme s'il n'y a plus personne pour crier. Donc aujourd'hui, pour vous, le plus important aurait été quand même de mettre en avant le patriotisme. Le patriotisme et le nationalisme, les deux sont liés, le patriotisme et le nationalisme. Et je pense que le fait de le refuser de le faire, ça devient un peu comme... Je vois dans beaucoup de journaux, et ils ont raison, je suis de leur avis, qui insultent les ministres, qui disent que ces gars-là, c'est la seule chose qui les intéresse, c'est leur ventre, ils s'en foutent du Cameroun. Vous regardez toute la masse, toute la jeunesse d'aujourd'hui, elle est
elle est mise un peu, je ne sais pas, en parenthèse, à crédit, enfermée dans une réalité où ils se demandent qu'est-ce qui va se passer pour eux. Nous sommes dans un égoïsme mortel. C'est du suicide. Non. À la limite, même il faut, pour moi, réellement, la réalité qui s'impose à moi, quand je pense à tout ça, c'est soit d'arrêter un moment, de suspendre ce sport un moment, hein? Le football. Le suspendre, parce que ça fera... Ce qui se passe, c'est une douleur, c'est des coups de paix, des coups de massue à des hommes qui aiment le sport, qui aiment ça. C'est comme si vous perdiez subitement la seule femme que vous aimiez et qui devait vous enlacer de baisers et autre chose. Mais quand on sait quand même qu'on est dans... C'est le contexte actuel, on sait qu'il y a le CHAN qu'on doit organiser, il y a la Coupe d'Afrique qu'on doit... C'est pour ça que nous sommes dans... Est-ce que le Cameroun peut se permettre justement... Ce genre de situation, oui. C'est pour ça qu'il faut savoir qui commande. Si c'est le ministre qui commande, il faut qu'il tape du poing sur la table. Et s'il est nationaliste, il faut qu'il tape du poing sur la table. Arrêtez. Ou les ministres des sports, il n'est pas ministre des sports. Un président de la fédération... Dans son courrier, le 8 octobre, la FIFA dit elle souhaite et encourage naturellement une étroite collaboration entre les gouvernements respectifs et ses associations membres. Oui. Elle doit aussi veiller au respect de l'autonomie de ces dernières. Oui. Le problème de l'autonomie de ces derniers, si vraiment ils veulent payer à l'autonomie de ces derniers, alors les États ne devraient pas mettre de l'argent dans les histoires de football. Qu'on ne le veuille pas, l'État finance le football, d'une manière ou d'une autre. Hein? L'État donne les stades. Ce n'est pas la FIFA qui donne les stades. Ce n'est pas la FIFA qui fait tous les stades du Cameroun. Nous avons des stades d'arrondissement, de départements, la FIFA. En fait, la FIFA devient comme le patron d'une nation. Et c'est là qu'il y a une subtilité qui manque un peu à la FIFA. Parce qu'il y a quelque chose d'indigéré, qu'on ne peut pas digérer, qui manque un peu à la FIFA. Ils n'arrivent pas à se mettre subtilement de côté pour dire aux États, écoutez, et voyez ce que vous pouvez faire, monsieur, nous vous prions de vous entendre. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est en fait, à la fin, même c'est les États qui placent cette fédération, qui la mettent en place. Hein? Parce que les fédérations dans tous les pays africains, surtout les pays africains, dans beaucoup de pays du monde, c'est l'État qui met ces hommes-là en place. Hein? En réalité, nous savons tous... Mais la FIFA quand même insiste sur l'indépendance de ces associations. Oui, mais quand ils insistent sur l'indépendance... En disant que tout manquement à cela peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à la suspension pure et simple de l'association. Moi, si j'entrais dans ma réalité de rebelle, de révolutionnaire, je dirais à la FIFA, écoutez, nous ne pouvons pas fonctionner. Suspendez le Cameroun. J'allais demander qu'on suspende le Cameroun. Parce que vous ne pouvez pas être sous les ordres d'une fédération internationale qui ne vient pas en réalité contrôler ce qui se passe dans les pays, qui ne saisit pas très bien les réalités d'un pays et qui prend des airs pour vous dire que si vous ne fonctionnez pas comme nous voulons, nous allons vous suspendre. Alors moi, comme je vais rester souverain dans mon État, dans l'État qui m'appartient, je dis à la FIFA, alors suspendez-nous. Parce que vous ne nous connaissez pas, vous ne voyez pas ce qui se passe chez nous. Si la FIFA voulait faire des sondages, qu'ils fassent des sondages au niveau des clubs, rien que des clubs du Cameroun, il y a des mécènes qui interviennent pour faire vivre le football. Il y a des gens dans tous les... C'est pas la Fédération camerounaise de football, ils ne peuvent pas devenir si puissants au point que même les clubs, parce qu'il y a les clubs professionnels, les clubs amateurs, les clubs de villages même, il y a beaucoup de gens qui dans les villages font vivre les clubs. Ces gens-là, c'est vraiment des mécènes, des gens qui se donnent une occasion d'expression à la jeunesse camerounaise de football. Et 2 ou 3 gugus qui s'en tiennent parce qu'ils sont protégés par la FIFA prennent des décisions qui ne nous conviennent plus. J'ai dit, si moi je suis chef de l'État et que j'ai mis mon ministre, après dire à mon ministre, dis-leur que nous attendons d'être suspendus. Quand un pays va essayer de faire ce truc-là, un jour à la FIFA va comprendre parce que c'est les pays qui font la FIFA. Rien au monde interdit de faire une FIFA bis à laquelle on va donner notre nom. Pourquoi ça devient comme si c'est une espèce de machine incontournable sur la planète Terre? En attendant qu'il y ait la FIFA bis, coach Ernest Mabouka, peut-être à travers l'intervention de Sylvain qui nous a rejoint en plateau. Coach, aujourd'hui, ça va peut-être faire... près de 3 semaines, hein, qui a, depuis la sentence, justement le 14 septembre dernier, la sentence rendue par le tribunal arbitral du sport dans l'affaire qui opposait la LFPC à la FECAFOOT. On va de rebondissement en rebondissement, de rebondissement en rebondissement. Est-ce que vous êtes d'accord avec Timothée Makongo quand il estime que toutes les parties
Vraiment, que ce soit au ministère, que ce soit à la LFPC, que ce soit à la fédération, toutes les parties devraient mettre quand même au centre de la table, de leur préoccupation, le nationalisme, le patriotisme, comme il l'a dit. Oui, je crois que Timothée a parlé des choses qui sont intéressantes, qui si on regardait ce qu'il était en train de dire, et qu'on a des hommes qui pouvaient ne serait-ce que faire ce que Timothée était en train de dire, ça pourra marcher. Mais les gens ne regardent pas dans le même sens. Hein. Et je crois que c'est aujourd'hui ce que nous vivons dans le football camerounais. C'est déplorable pour les techniciens et pour les acteurs, parce que c'est eux qui ont des problèmes. Parce que quand vous regardez tout ce qu'on fait, et aujourd'hui, la dernière fois qu'ils ont eu 50 000 jeunes joueurs, ça date beaucoup de mois. Et les encadreurs, même chose, et on ne se soucie pas de cela. Je crois qu'aujourd'hui, ça va peser beaucoup, et ça va nous donner des leçons. Ces leçons, on est en train de voir déjà le résultat de ces leçons, là, parce que quand vous regardez, on va arriver là maintenant en parlant de l'équipe nationale A'. On verra que ça nous cause des problèmes parce que nous n'avons pas encore démarré le championnat. Ouais, le plus important, c'est que ces gens devaient regarder de gauche à droite en se disant que nous devons démarrer notre championnat. Parce que nous avons arrêté brusquement le championnat. Pourquoi ne pas démarrer le championnat? Parce que les mesures barrières, on nous a donné... Et à la Ligue de football professionnel qui a avancé la date du 30 octobre pour démarrer le championnat. Maintenant, avec le contexte actuel, est-ce que ça Mais c'est évident qu'il ne va jamais commencer. Je l'ai dit une fois dans une émission ici, en disant que le coronavirus devait nous servir de leçon, de voir le bon et le mauvais. Et là, ça pouvait ne serait-ce que ramener tout le monde qui était en salle en faisant des vidéoconférences et disant que nous sommes en retard. Nous sommes en retard partout, dans l'administration du football, dans le haut niveau du football. Parce qu'aujourd'hui, je crois que le rattrapage s'est passé au niveau de la direction technique où on est en train de former les gens. Maintenant, au niveau du terrain, ça veut dire que les administrations qui sont là n'ont pas regardé que, est-ce que si nous perdons, combien de temps le général doit ne serait-ce que reprendre les choses et continuer dans le bon sens, dans la date qu'on avait donnée, parce qu'il y a une date qui est sortie cet été, et bien après maintenant, le général a gagné. Est-ce que ces partis ne pouvaient pas ne serait-ce que changer les documents en se disant que, monsieur le général, nous aimerons que ça commence comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, il y a aussi les hommes au niveau de la Ligue professionnelle de football qui tirent. Qui tirent pourquoi? Parce qu'ils ont eu raison. En ayant raison maintenant, on doit donc savoir que professionnellement, ces gens-là n'ont pas travaillé. Ils ont plutôt travaillé en regardant du côté de Lausanne, en pensant à pouvoir gagner, sans toutefois regarder un peu, est-ce que nous pouvons faire le plan B? Dès que nous gagnons, nous devons ne serait-ce que ça soit refaire des choses. C'est maintenant qu'ils sont en train de faire des choses. En faisant des choses maintenant, tu vois, au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, on se bat pour que ces gens puissent ne serait-ce que revenir dans la même décision et en se disant que nous devons faire évoluer notre football parce que nous avons des échéances. Mais non, ce n'est pas ça. Toujours dans les égos, comme a dit Makongo, mais sans toutefois regarder que voilà le Cameroun qui est en train de mourir, voilà le football camerounais qui est en train de partir dans la vie. Oui. Qu'est-ce que nous devons faire? Je crois que et la FECAFOOT et la Ligue professionnelle de football devaient se poser ce genre de questions parce que le gouvernement leur a dit de commencer le championnat le plus tôt possible. Et le gouvernement est en train d'avoir les mesures d'assouplissement pour que ces gens puissent ne serait-ce que travailler dans le bon sens et faire évoluer les compétiteurs et les entraîneurs. Je crois qu'aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, comme dirais-je, un entraîneur a dit ça l'autre jour, nous ne sommes pas sûrs. Parce que nous ne sommes pas des dates qui avancent. Et la chance que certaines compétitions comme le tournoi de Yaoundé et le tournoi Bepanda Info est en train d'aider certains clubs. Mais je crois que nous devons, ne serait-ce que penser dans la direction de voir le futur Cameroun, notre futur en regardant les compétitions qui viennent. D'accord. Alors, Sylvain, est-ce que vous comprenez aujourd'hui la radicalisation des différentes parties par rapport à tout ce qui se passe? Comprendre la radicalisation, les égos. Je sais pas. On revient à ça. Je sais pas en quelle, je sais pas quelle autre formule ou en quel plateau on va dire. C'est simplement les égos. Non, Makeda, il faut d'abord peut-être faire des précisions sur cette
prétendue menace. Non, je parle quand même ingérence potentielle dans les affaires de la FECAFOOT. Non, il faut qu'on soit un peu plus sérieux que ça. C'est pas aujourd'hui qu'on voit des correspondances adressées et la nature d'une correspondance peut amener à se poser des questions. Lorsqu'on veut arriver à cette étape suprême, c'est le patron de l'administration qui prend le temps de saisir la fédération membre pour lui indiquer un certain nombre de choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la FIFA ne s'exprime pas sur la base des rumeurs. C'est le membre qui écrit pour se plaindre et voilà, d'une probable ingérence et la FIFA intervient par le biais, je le rappelle encore, de son secrétaire général. Le cas patent de la Côte d'Ivoire est encore frais dans nos esprits. C'est le secrétaire général de la FIFA qui a écrit, après l'avoir été saisi par la fédération et certains membres. Parce qu'il faut bien le dire, la FIFA, au-delà de traiter avec son membre, a une écoute également pour les membres qui appartiennent à son membre, si on peut dire ça comme ça. Donc ce sont en quelque sorte des sous-membres. Donc lorsque vous regardez cette lettre, vous comprenez bien que c'est tout sauf une véritable correspondance de la part de la FIFA dans les règles de l'art. Et ça peut amener à se poser des questions sur cette supposée menace qui est brandie. Si c'est le directeur de la division association. Je dis bien, lorsqu'on est à cette étape aussi sérieuse et aussi critique qui évoque des cas de suspension, d'ingérence, je dis bien, c'est le secrétaire général, du moins jusqu'ici, à ma connaissance de journaliste, toutes les correspondances que j'ai vues défiler à mes yeux allant dans ce sens ont toujours été signées du secrétaire général de la FIFA en personne. Je dis, ça fait 2 normalisations qu'on a vu passer avec 2 élections, celle de Momondia étant la 3e, et on a toujours vu les correspondances adressées à la fédération. Bon, il faudrait bien qu'on parle quand même d'administration, et je pense que M. Timothée Makongo, qui est ici, un universitaire, et il sait ce que c'est que l'administration. Donc, cette correspondance peut justement poser quelques problèmes sur la forme déjà, et même le fond, et même la qualité des mots choisis. On connaît un peu les correspondances, la nature, l'approche de la FIFA quand elle veut s'adresser à un de ses membres. Donc, cette correspondance peut être déjà remise en cause sur comment est-ce qu'elle a fait pour se retrouver là. Quand je dis ça, il me semble effectivement qu'il y a une sorte d'insurrection qui va être créée dans le football. Voilà. Il y a une véritable insurrection qui va être créée dans le football. Et le CHAN et la CAN sont en principe les éléments que certains brandissent pour faire une sorte de chantage et de pression. Parce que je suis d'accord, comme Timothée le disait tout à l'heure, je suis d'accord. On doit être nationaliste, patriote et tout. Mais la première marque de patriotisme et du nationalisme, c'est le respect des lois que vous-même vous avez décidé de vous doter. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vous doter une loi et demain, quand cette loi ne vous convient plus, vous essayez de trouver des subterfuges sans avoir changé cette loi pour l'adapter à ce que vous voulez. Que ce soit dans les textes de la FIFA, que ce soit dans les textes de la CAF, que ce soit dans les textes de la FECAFOOT et toute autre association qui gère le football, il est clair que les décisions du TAS s'appliquent. Il est clair que les décisions du TAS s'appliquent. Avant que vous n'interjetez appel, vous appliquez d'abord. Parce que l'appel n'étant pas suspensif. Il se trouve donc que pendant plus d'1 an... On ne va pas revenir là-dessus, hein. On a largement débattu. Non, vous demandiez pourquoi... Vous demandiez pourquoi... Non, vous demandiez pourquoi les égos sont... On en a largement parlé. Vous demandiez pourquoi les égos sont tranchés. Je vous explique simplement que c'est le refus, donc l'ego du refus d'appliquer une sentence. C'est aussi simple que ça. On a vu quand même ces derniers jours, Sylvain, les différentes réactions des clubs. C'est vrai, il y a d'un côté la CEFAC qui a fait une sortie pour soutenir la position ministérielle. On a vu l'association des clubs d'élite du Cameroun qui est plutôt penchée pour la fédération, pour les résolutions prises par l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Il y a certains clubs aussi qui ont fait marche arrière, qui ont dit qu'ils ne se reconnaissaient pas là dans ce que l'association des clubs d'élite a donc signé. L'association qui demande une assemblée générale extraordinaire pour dissoudre la Ligue de football professionnel du Cameroun. Est-ce que le fait, ce sont discordants
des clubs aujourd'hui? Ça pourrait pas être, disons, un frein dans une recherche de solutions? Moi, je suis souvent surpris. Quand vous vous souvenez, mon discours n'a jamais changé quand je dis souvent que c'est en quelque sorte les présidents de clubs qui sont le véritable problème du football camerounais. Parce qu'il faut le dire, que ce soit à l'Assemblée de la FECAFOOT, que ce soit à la Ligue ou dans toute autre institution en charge du football, c'est eux qui sont majoritaires. Donc c'est eux vers qui on se réfère pour voter une loi ou pour défaire une loi concernant le football. Donc, on ne peut donc pas comprendre. Maintenant, vous parliez de certains clubs, et vous voyez l'imbroglio dans la gestion, on ne sait pas si c'est SISEC, on ne sait pas si c'est ASEC, donc eux-mêmes, ils ne sont pas sérieux déjà envers eux-mêmes, parce que... Trop de divisions. Voilà, trop de divisions, et maintenant, le jeu trouble que joue la FECAFOOT, on ne sait pas si la FECAFOOT reconnaît le SISEC ou la SEC, donc vous voyez, ça change rapidement, et on se pose véritablement la question de savoir que veulent les clubs. Il se trouve quand même qu'il y a eu beaucoup de situations où on a attendu que les clubs se prononcent. Parce qu'il ne suffit pas de dire on s'aime entre nous. Oui. Il y a eu beaucoup de situations où les clubs étaient attendus pour s'exprimer. Je prends le cas de la situation de Bamboutos. Les clubs ne se sont pas exprimés. Silence radio. Je prends le cas des sentences qui ont été en faveur de plusieurs clubs. Les clubs ne se sont pas prononcés face au refus de l'application de ces sentences. Pourtant, ils sont appelés à se défendre eux-mêmes d'abord. Donc, mais curieusement, ils sont tous pour la FECAFOOT ou des résolutions de la FECAFOOT qui met en mal leur propre ligue. C'est-à-dire, on vient mettre votre maison en mal et vous dites à la personne que oui, je suis d'accord avec le fait que vous mettez ma maison en mal. Il faut bien qu'on comprenne les choses. Mais où est parti simplement le problème? On se plaint de la gestion du général, que le général ne gère plus bien. Ok, je suis d'accord. Mais s'il ne gère plus bien, il lui reste 8 mois. Vous sanctionnez son bilan et vous trouvez une nouvelle classe dirigeante. Mais quelle est cette volonté absolue de vouloir contourner? Lorsque le comité exécutif de la FECAFOOT suspend de manière, du moins, dans la suspension, elle était dans ses prérogatives, mais lorsque cette suspension devient illégale, du fait d'une assemblée générale qui n'a pas entériné cela, mais on n'a pas suivi beaucoup les clubs s'exprimer là-dessus. Ils sont restés tranquilles et ils ont tous plongé dans un CTT qui n'avait aucun statut juridique. Et ils ont tous plongé là-dedans. Aujourd'hui, celui qui est garant pour l'instant de la Ligue en attendant une prochaine élection, en attendant que la Ligue soit dissoute, se bat, va démontrer que c'est en violation des textes que la Ligue a été suspendue. Il a gain de cause. Certains ont dit que si les sentences étaient là, il jouerait les légalistes. Mais dès que la décision tombe, personne ne veut plus respecter la sentence. On commence à trouver des mécanismes, on commence à trouver des... Aujourd'hui, on parle de dissolution, mais comment on peut dissoudre quelque chose qu'on n'a même pas, qu'on refuse de réhabiliter? Voilà autant de questions. Et vous avez vu cet accord entre la FECAFOOT et le président du LFPC, de la LFPC, qui après une partie dit j'ai été piégé. Mais comme je l'ai dit la dernière fois quand je suis passé sur votre plateau, lorsque vous entendez dans la mafia pour violer la loi, si une seule partie désiste, cet accord est supposé n'avoir jamais existé. Donc, en jugeant l'affaire, on se réfère à ce que dit la loi. Et pour l'instant, que disent les textes, je pense que c'est suffisamment clair à la lecture de tous. Si on s'en tient à ces textes, je ne pense pas qu'on serait dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais comme les gens ont d'autres agendas qui n'ont rien à voir avec la légalité et la légitimité, alors c'est normal que vous voyez toutes ces agitations. Et dans cet imbroglio-là, qui sont les perdants? Ce sont les footballeurs, les entraîneurs. Et je voudrais dire, pour terminer, ça démontre une fois de plus que peut-être même les acteurs n'ont pas encore compris leur importance, les acteurs directs. Parce que dans cet imbroglio, mais que disent les entraîneurs? Que disent les footballeurs? Parce qu'ils donnent le sentiment que ce qui se passe là, ça ne les concerne pas. Et après, ils partent pleurnicher que le championnat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire au-delà des présidents des clubs. Je dis au-delà des... Attendez, mais qu'est-ce qui se joue? Quel est l'enjeu? Ce qu'il dit absolument. Mais quel est l'enjeu? On parle quand même de la reprise du football. Mais que disent les entraîneurs? Que disent les footballeurs? À travers leurs syndicats, tout au moins. C'est vrai.
Il y a le SICAMEF, il y a l'association des entraîneurs. Mais qu'est-ce que ces entités-là disent face à des bagarres qui se passent en haut lieu et dont ils ne sont même pas consultés pour donner leur point de vue. C'est-à-dire, on va finir de discuter tout ce qui se passe en haut et après on va venir leur imposer des choses. C'est comme des moutons de paniche. Ils vont juste suivre et demain ils vont venir dire on ne nous paye pas, on ne fait pas ceci, on ne prend pas soin de ceci. Mais c'est le moment dans cet imbroglio où chacun doit donner son point de vue pour la reconstruction, parce qu'on parle du football et le football ne concerne pas la FECAFOOT, la LFPC et les présidents de clubs. Ça concerne également et en grande partie les joueurs, les entraîneurs, les médecins et bien d'autres entités qui gravitent également autour du foot et qui permettent que ce foot puisse Ce serait intéressant. Vous êtes entraîneur de football. Oui, je crois que c'est intéressant. Je crois que si l'association des entraîneurs de football au Cameroun est reconnue, ça a l'impact. Ça veut dire que de la voix du président... l'impact, hein? Oui, la voix du président de l'association, plus les entraîneurs, peuvent ne serait-ce que dire un mot pour que le football avance. Et je crois que l'association aussi des joueurs professionnels, et Sénafoc et autres, peuvent aussi dire quelque chose. Parce que là, ça a été levé. Nous partons déjà 2 à 3 mois. 2 mois déjà. Parce que si le mois c'est fini, et qu'on n'a pas pu jouer, et ça sera déjà 2 mois qu'on n'a pas pu jouer un match de championnat. Donc, moi, je crois que, comme Sylvain dit, c'est la vérité. Je crois qu'il ne faut pas jouer au jeu. Beaucoup d'entraîneurs jouent au jeu aujourd'hui, Sylvain le dit aujourd'hui, et c'est ça qui cause le problème dans le football camerounais, parce que quand tu n'es pas payé, tu pleurniches en bas et tu viens, mais tu ne réactes pas comme un professionnel en se disant que non, il faudrait que j'aille aux médias pour qu'on puisse me payer. Je dénonce ceux qui ne me payent pas. Aujourd'hui, on trouve que le football ne se joue pas. Parce que quelque part, il y a ce laxisme-là que tout le monde a pris, qu'il faudrait que je travaille, même si on ne me paye pas. Je suis là, je suis content. Ça fait 2 ans que je suis au Cameroun. Je suis content d'être chez moi. Je suis content. Quand ça ne va pas, je ne peux pas travailler. Je préfère rester chez moi que d'aller là où je vais travailler pour que je ne puisse pas ne serait-ce que nourrir ma famille. Je crois qu'aujourd'hui, le Cameroun, le football est en train de mourir parce que les acteurs aussi, nous les entraîneurs, nous ne faisons pas notre travail. Et les footballeurs devaient dénoncer ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a comme problème à l'équipe nationale A', c'est par rapport à on ne joue pas. Vous voyez un pays comme la Tanzanie, là-bas, il y a le corona, mais les stades se jouent pleins. Le championnat venait de finir, ils ont encore relancé le championnat parce qu'ils suivent la programmation. Même ceux qui sont en Europe ont eu des retards, mais ils ont quand même lancé. Nous trouverons aujourd'hui au Cameroun que nous avons des problèmes des égos. Tout le monde ne veut pas parce que quelque part, il y a un gain quelque part que chacun veut mettre dans sa poche. Je crois qu'aujourd'hui, on devait regarder sur la ligne droite en se disant que nous devons aider ce football. En aidant ce football, regardons un peu qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire avancer le football. On reste avec vous justement pour entrer dans la deuxième partie de cette émission. Hein, et on regarde cette ligne droite-là parce que devant, il y a le CHAN. Il y a le CHAN qui arrive en janvier, Ernest Mabouka. On a vu l'équipe nationale quand même reprendre les entraînements après on appelait ça quoi, la préparation post-Covid, si on peut le dire ainsi. Il y a quand même ces différents matchs amicaux que les Lions A' ont livrés jusqu'ici. Défaite face à la Panthère d'Yaoundé, 0-1. Face au Soudan, sur les 2 matchs, 0 but partout. Quelle est l'évaluation que vous faites de notre équipe à 3 mois du coup d'envoi du CHAN? Je crois qu'aujourd'hui, ce que subit l'équipe nationale A', et ce que je venais de souligner, c'est au niveau de la compétition. Ces joueurs qui ont été appelés avant le confinement, et quand le confinement est venu, d'aucuns d'eux ne sont pas restés dans le sens professionnel, à pouvoir ne serait-ce que garder la forme dans les normes. Aujourd'hui, c'est ce que le coach Aroga subit. Le coach Aroga subit parce que la première semaine qu'il a appelé les joueurs pour le regroupement, c'était des périodes tests. Tout le monde a été testé et il y a eu des manquements dans les tests. Ça veut dire que si nous présentons les tests de ces joueurs quand ils sont arrivés le 15, qui sont entrés en stage, et on vous dit, par rapport au match qu'ils ont joué la dernière fois, vous verrez que c'est trop bas.
pour une équipe qui est en train de préparer une compétition. Je crois qu'aujourd'hui, le coach peut s'en prendre à ce que nous n'avons pas pu jouer un match et à ce que, quel qu'en soit les cas, le footballeur qui est en arrêt à plus de 10 jours sans entraînement perd beaucoup. Et maintenant, ce footballeur est en train de faire 6 mois ou 7 mois sans compétition, perd plus que tout. Je crois qu'aujourd'hui, ce que nous subissons, c'est les moyens qu'on n'a pas pu avoir pour ne serait-ce que garder cette équipe fraîche. Ça veut dire que même en temps de confinement, on devait quand même savoir. Je crois que le coach les a donné le programme parce que je l'ai interpellé. Il avait dit qu'il les surveillait. Il les a donné le programme. Il les a travaillé, il sait qu'il n'a pas travaillé, etc. Donc, il les a donné le programme. Pour lui, cela ne semblait pas être un problème. Quand vous dites aujourd'hui que le joueur qui fait 10 jours sans bosser perd énormément, on avait l'impression en entendant le coach que ce n'était pas un réel problème, ça. Donc. La réalité du football camerounais, la réalité du football professionnel est deux choses différentes. Quand vous parlez à un joueur comme Cristiano Ronaldo, Oui. devant vous, vous lui donnez le programme, il sait ce qu'il veut. Le footballeur camerounais n'est pas encore professionnel. Ce qui veut dire que, quel qu'en soit ce qu'Aroga va se casser la tête à leur donner le programme, ils ne sont pas prêts à pouvoir le faire. Quel qu'en soit, ils peuvent le mentir. Je vous rappelle une chose. Je suis au téléphone et j'appelle Aroga pour lui dire que j'entends que le gardien Omosola part au Congo. Oui. Il me dit, ok, je vais essayer de l'appeler. Il appelle le même gardien. Le même gardien lui dit que je serai à Baboutos. Je lui dis non, cet enfant est en train d'aller au Congo. Et finalement, je ne suis pas sûr qu'il va venir. Et finalement, il a signé au Congo. C'est de bonne guerre. L'équipe congolaise, l'ancien coach de l'équipe nationale est Florent Tibengue. Oui. Détruire l'équipe nationale de Cameroun, c'est commencer d'abord par son gardien de but. Ils ont fait ça. Il y a 2 ou 3 joueurs qui sont partis aussi à l'étranger se chercher fortune. Parce que quoi? Nous n'avons pas les moyens à fournir à nos joueurs dans le championnat camerounais. Le joueur est payé à moins de 200 €. Donc, ce qui veut dire que le joueur, s'il trouve fortune d'aller à l'étranger, il est prêt à partir à l'étranger. Donc, aujourd'hui, pour moi... Peut-être que je ne vous comprends pas bien. Donc, il y a un agenda caché de démanteler l'équipe nationale du Cameroun. Non, quand vous regardez ça, c'est de bonnes guerres. C'est une compétition que nous préparons. Ouais. On a le meilleur gardien du championnat camerounais qui était le numéro 1. Parce que, quel que soit, Omosola était le numéro 1 par rapport aux autres qui sont là. Et plusieurs fois, Asimba me l'a dit. Vous comprenez un peu. Maintenant, qui n'est pas là? Ouais. Maintenant qu'il y a un autre qui est parti, je crois qu'en Tanzanie, il a signé, le deuxième meilleur buteur a signé en Tanzanie. Ça fait quelque chose qui ne sonne pas. Le buteur qu'on a demandé, qui a été le meilleur joueur à Bamenda, est en stage avec l'équipe nationale à Prime. Tous les joueurs que nous avons, les Ojon, les Ndi, tous ces gars-là ont été appelés. Ils ont joué contre le South-Soudan. Et rappelez-vous bien, le South-Soudan est coaché par un Camerounais. Ils ont le meilleur préparateur physique à l'heure actuelle, Camerounais, qui est là-bas dans leur staff, ce qui veut dire que c'est de bonnes guerres. Perdant PW de Bamenda, c'est comme s'ils sortaient de l'avion, et ils ont perdu. Et il y a la différence entre l'équipe nationale et une équipe, c'est que l'équipe nationale, c'est les joueurs qu'on prend dans les clubs, mais une équipe, ils sont constamment ensemble, ils se préparent, ils savent qu'ils peuvent affûter, ils peuvent avoir des armes pour ne serait-ce que taper l'équipe nationale. Je crois qu'aujourd'hui, Aroga est en train de perdre dans le sens des joueurs qui ne sont pas professionnels. La non-professionnalisation de nos footballeurs lui va le causer un coup. Et je crois qu'aujourd'hui, il est en train de pouvoir ne serait-ce que d'arranger, à appeler ce que les joueurs qu'on est en train d'entendre. Parce que moi, je veux vous dire, il y a un tournoi qui se joue à Yaoundé. C'est un tournoi que tout le monde regarde. Et il y a des joueurs, moi j'ai vu des joueurs dans Faux-Vazou, aujourd'hui ils sont là. Le latéral gauche qui a été avec Rigobert sont dans le tournoi, il a été rappelé. Et le joueur qu'on a parlé à TVF, à Kada Horizon et autres, qui milieu de terrain, qui est défenseur central aujourd'hui à Panthère de Banganté, a été rappelé. Donc ce qui veut dire que tous les joueurs qui vont frapper à l'œil, il va les rappeler. Et ce qu'il me dit, c'est qu'à 1 mois de la compétition, il va faire un stage bloqué. Donc, où les joueurs ne partiront pas dans leur club, ils vont rester là pour ne serait-ce que préparer cette compétition. À l'heure actuelle, il ne peut pas les camper, parce qu'une chose qui est sûre, il va les relâcher en se disant que le championnat pourra recommencer. Donc, pour lui, il aimerait avoir les matchs phares
de jouer avec d'autres nations, mais jusqu'à l'heure actuelle, il n'a pas de match. C'est pour cela que vous allez voir cette semaine, il va jouer Faux-Vazur ou une petite équipe, parce que quelque part, il n'y a pas de moyens pour qu'on puisse avoir une équipe qui peut jouer des matchs amicaux avec lui. Donc voilà donc le problème. Au niveau de sa programmation, il aimerait avoir les matchs pour jouer, challenger les pays. Le Soudan est venu, c'est quelque chose de super. Et vous allez voir, ils vont jouer les matchs avec Coton et autres. Donc, Aroga n'a pas ce match parce que quelque part, il faudrait qu'on aille chercher ces matchs pour lui, pour qu'il se prépare bien. Mais on se contente de faire avec les clubs qui sont au Cameroun. Est-ce qu'on est sûr? Moi, j'ai peur qu'à ce niveau, s'il n'a pas encore joué environ 6 à 7 matchs phares, ça veut dire que d'autres nations, on aura des problèmes dans cette compétition si la fédération ne lui donne pas ce match. Pour moi, on est en train de rechercher une équipe parce que jusque-là, il n'a pas encore une équipe. D'accord. Peut-être avant Sylvain, Timothée, on recherche une équipe à 3 mois d'une compétition. Moi, en réalité, je ne sais pas ce qui se trame là-dedans. Ce que le coach Mavouka exprime, bon, je ne comprends pas trop bien parce que au fond, c'est le problème est général en Afrique. Hein, c'est-à-dire que je pense que ce que nous subissons, beaucoup de pays africains subissent exactement la même chose. Je reviens toujours sur les fondements de l'organisation. Lui-même, le coach a dit tout à l'heure qu'il reste 2 mois sans salaire, il reste sans flux. C'est toujours un problème d'organisation. Si nous avions un pays, des hommes qui dirigent notre nation, nous serions organisés pour avoir une équipe nationale qui soit prête. Parce que dire dans un pays qu'une équipe nationale n'est pas prête, que c'est le coach Aroga qui est responsable de faire venir les joueurs, de les laisser partir ou de les suivre, il y a toute une administration derrière chaque équipe nationale. Il y a toute une organisation. Si un pays n'a pas d'organisation derrière une équipe nationale, je me demande où nous sommes. Parce que chez nous, c'est très, très individuel, les décisions. Rien n'est réellement collectif, rien n'est programmé. Et nous touchons toute forme de réalité informatique, de réalité de programming. Mais nous sommes toujours dans un individu qui décide pour une masse de gens. Je ne sais pas si c'est Aroga qui est devenu le nouveau Dieu pour savoir ce que les jeunes doivent faire. Mais nous avons une direction technique nationale. Tout à l'heure, on parlait d'une lettre que seul le directeur technique national pouvait être signé. Déjà, ça, je ne comprenais pas parce que quand vous voyez toute notre organisation, par contre, je voulais revenir sur ce que Sylvain a dit tout à l'heure, qui était très important, hein, c'est les acteurs. On a déjà débattu. Non, c'est pas, mais je parle des acteurs dans le cadre de la réponse. On parle de l'équipe préparative du Chan, Timothée. Il s'est bien penché sur le terrain. Il faudrait bien qu'on reste sur le plan sportif. Mabouka a bien parlé de préparation préparative. Ouais. Donc, il était dans les préparations sportives et il parlait de cette évasion des joueurs. Et je suis dans cette réalité d'évasion des joueurs. Si l'organisation est telle qu'on empêche l'évasion des joueurs, c'est pour ça que je suis en train de rachérir ce qu'il dit. Hein? On peut éviter l'évasion des joueurs quand nous sommes déjà lancés, au moins 1 an ou 2 ans, lancés dans une réalité de compétition. C'est pour ça qu'il dit que ça dépend de l'organisation d'un pays. Comment on peut expliquer ça? Un enfant pas. La fédération n'a rien protégé, le corps des arbitres n'a rien protégé, le corps des joueurs, des footballeurs n'a rien protégé. Et il y a, quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs petites associations dans la ligue professionnelle, à Seknaou, à Siknaou, machin là. En réalité, les tests ne prévoient même pas qu'il y ait tant de qui soient reconnus par la fédération. C'est une seule association qui est reconnue par corps de métier. Je ne sais pas pourquoi il y a tant d'associations maintenant qui sont reconnues. C'est compliqué. Donc, ce que Mabouka est en train de dire, cette évasion peut nous être nocive, absolument nocive. Et l'entraîneur ne contrôle plus rien. La direction technique, quel est son rôle finalement? La fédération camerounaise, qui est supposée être le corps technique du football camerounais, n'intervient pas. On ne protège rien. Le footballeur est le produit du football. Comme le ballon est un produit dérivé, tous les filets, tout est produit. Les entraîneurs sont des produits du football. Nous sommes tous des produits du football. Et leur fédération et le ministère doivent protéger les produits de leur football. Nous ne protégeons rien. Et c'est pour ça que son discours tient tout à fait la route, parce que... Et puis, un type peut se focaliser dans ce type de réalité. Parce que les pertes, on les voit partout dans le monde. Et nous avons, par-dessus tout cela, des problèmes de ventre au niveau des footballeurs. Le gars, il veut vivre.
On ne se dit pas qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir nos internationaux, leur donner, peut-être leur accorder une prime pendant 6 mois en attendant que la pandémie prenne d'autres tournures. On leur accorde 50 000 francs par mois, 100 000 francs par mois. L'État peut prendre cette décision. L'État n'est pas 1 milliard ou 1 milliard de pertes. En fait, nous perdons de l'argent tout le temps et on en fabrique tout le temps, on en fait circuler tout le temps. On ne peut pas, je dis, rien n'est protégé. Et dans ce sens, quand on me parle d'organisation, quand on me parle de fédération camerounaise, on me parle du ministère des Sports, on me parle du corps des entraîneurs, on me parle du corps des footballeurs, on me parle de tous les corps. Et des joueurs qui peuvent sortir librement pour aller vers d'autres pays. Et on sait où ils vont. Explique-moi, je veux comprendre. Si ce n'est pas un problème d'organisation. D'accord. Ouais. Alors, Sylvain, il y a quand même eu... le CHAN a été reporté plusieurs fois et certains acteurs estimaient que voilà, ça donnait un peu plus de temps au Cameroun de se préparer parce que l'objectif reste le même. Hein. Il faut remporter la compétition à la maison. Quel est aujourd'hui le regard que vous portez sur cette équipe à prime, justement, à 3 mois du CHAN? Le regard de tous les Camerounais, peut-être avec un peu plus de lucidité. Makeda, vous semblez mettre de côté l'importance d'une préparation administrative dans la participation à une compétition sportive. Le président de l'Africa Foot a dit récemment qu'on a dépensé près d'1 milliard dans les tribunaux. Et vous voyez que pendant la période Covid de 7 mois, on aurait pu prendre, parce qu'il y avait un travail qui avait commencé, il faut le dire. C'est-à-dire, ne faisons pas comme si tout est tombé du ciel. Il y a un travail qui avait commencé et qui s'est arrêté brusquement à l'approche du CHAN. Et ces joueurs ont été libérés. Et il faut le rappeler, ils étaient déjà en stage à Yaoundé. Et c'est, je crois, 2-3 semaines après le Covid, quand ça a commencé à perdurer, qu'on est obligé de les relaxer. Le coach ne les a pas relaxés de son bon vouloir. Si la fédération, qui est son patron, lui avait dit « maintiens-la en stage, on va mettre des moyens », je pense que ces joueurs seraient restés en stage, à être contrôlés sur le plan nutritionnel, sur le plan de la forme physique, avec des travaux spécifiques qui auraient été faits. Le ministre quand même avait demandé l'arrêt de... Non, il n'y avait pas 50 joueurs à l'hôtel. C'était une trentaine de joueurs qui étaient déjà en stage bloqués parce qu'on entrait déjà dans la préparation du CHAN. Souvenez-vous que nous était le Covid. Aujourd'hui, on sera en train de faire le bilan du CHAN. Donc, normalement. Voilà, normalement. Donc, pendant 7 mois, à mesure exceptionnelle, on aurait pu, en Bancomo, dans le centre excellent de la CAF, regrouper ces 30 joueurs qui étaient pratiquement déjà sur la dernière ligne droite et les entretenir là-bas. Vous vous souvenez qu'on a quand même gardé des enfants de moins de 14 ans, plus de 2 ans, à les préparer pour qu'on remporte la CAN U17. Voilà. Vous vous souvenez quand même, les enfants étaient en stage, ça avait fait un tollé, on se plaignait, on se demandait si ces enfants allaient à l'école. Je pense qu'il y a eu une communication qui a fait comprendre qu'il y avait tout un programme qui permettait à ces enfants de suivre également les cours. Ils étaient à Yaoundé. Donc pendant 2 ans, ils ont travaillé et ça a donné... C'était exceptionnel d'ailleurs. Voilà, et c'était à mesure exceptionnelle et ça a donné la CAN. Donc je ne sais pas pourquoi 7 mois, ça a été assez pénible. Bon, peut-être parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent à la CCA. Maintenant, ceux qui critiquent Aroga, je suis d'accord, face à un résultat, on doit tous critiquer, mais après il faut faire l'analyse logique. Je suis les gens brandis des tournois, mais ces tournois se jouent quand? Et les 2 matchs amicaux se sont joués quand? Commençons par les périodes. Et on voit s'il était aussi évident que ça. Je refuse qu'on peut aller piocher dans des championnats d'interquartier et bien d'autres, des joueurs. Mais ces championnats ont commencé, ces tournois ont commencé quand? Et les 2 matchs se jouaient quand? Alors, dans l'intervalle de préparation, à quel moment le coach devait réunir les joueurs et les préparer pour ces 2 matchs amicaux? Voilà les premières questions qu'on doit se poser. L'autre chose, c'est que vous vous souvenez toutes les couleuvres que la DTN a fait avaler à Aoga lorsqu'il a sorti son programme qui s'étendait sur près de 2 mois avant que ces matchs ne soient programmés. On lui a dit qu'il n'avait pas le droit de convoquer, ceci, machin, truc. Il a fallu 1 mois plus tard l'intervention du ministre. Parce qu'Aroga avait fait une programmation tenant compte du fait justement que cette période était assez lourde pour les joueurs. Il avait fait toute une programmation qu'il avait soumise à son employeur. Face à, on va dire c'est un peu comme ça, à l'inertie de son employeur, il a même pris l'initiative
de provoquer une convocation. Et vous avez vu ça, lui a fait, on l'a remonté des bretelles et tout, et tout, et tout. Il a fallu l'intervention du MINSEP pour que finalement, cette équipe entre pour la première phase qui a servi de tests Covid, de tests d'aptitude physique, pour voir si les joueurs avaient la capacité, voir à quel niveau il fallait retravailler sur le plan physique et peut-être l'endurance. Donc, qu'on vienne faire une analyse aussi critique de ce match, je me pose quand même des questions. Or, les événements se sont produits tous devant nous et chacun, à partir de ces événements, peut comprendre, le football étant scientifique, peut comprendre ce qui s'est passé lors de ce match. Ajoutez à cela l'environnement de cette équipe nationale avec ses supposés, je ne sais pas, ses superviseurs, ses coordonnateurs. Il y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Voilà, superviseurs. On parle de trafic d'influence. Aujourd'hui, on nous dit même que la tête d'Aroga est mise à prix et tout. Donc, dans toute cette ambiance, d'autres entraîneurs qui se plaignent de ce qu'Aroga était arrogant à son arrivée. Donc, vous voyez que, de manière générale, il y a un grand désamour envers Aroga. Et donc, du coup, peut-être, si on l'enlève de là quelques mois du CHAN, on espère que son successeur viendra remporter le CHAN. Mais je ne sais pas si les conditions de préparation auront changé. Or, ça aurait pu être rectifié avec l'organisation du championnat le plus tôt possible. Mais qu'est-ce qui bloque l'organisation du championnat? C'est le fait qu'on refuse d'appliquer une sentence et ça coince. Et vous avez bien vu que, je suis d'accord d'ailleurs, qu'on puisse faire des concessions parce que s'il faille appliquer cette sentence de manière radicale, on sait ce que ça peut engendrer sur le plan social. Et c'est pour ça que le MINSEP a justement, pour essayer d'apaiser rapidement les choses et qu'on rentre directement dans les stades pour permettre à ce qu'on puisse bien préparer le CHAN, il avait prévu un certain nombre de directives prônant la continuité. Mais on voit aujourd'hui qu'il ne parvient pas à accepter cette continuité. D'ailleurs, la LFPC a annoncé le début du championnat le 31 octobre avec en amont la mise en place d'un comité ad hoc pour la session de ce championnat dont il faut rappeler est une prérogative du président. Il y a un conseil d'administration, un bureau du conseil d'administration qui s'est tenu il y a quelques jours avec un quorum largement atteint. Donc, sauf que là, c'est assez critiqué aussi. Hein, oui, c'est pour ça que je dis que... Regarde, Makeda, ce que je veux qu'on comprenne, Makeda, les textes sont là. Maintenant, je voudrais pas qu'on rentre dans il semble qu'on a un véritable problème avec l'application des textes. Lorsqu'on critique la tenue de ce bureau du conseil d'administration, mais posons-nous la question, c'est 4 membres. Combien ont siégé? 3. Le quorum est largement atteint. En fait, c'est ça le président, le premier vice-président, et puis son excellence Bayrobé. Parce que jusqu'ici, à moins que on ne me le démontre... Je dis, à moins qu'on ne me le démontre, je dis bien, à moins qu'on ne me le démontre dans les textes de la LFPC applicables, donc ceux de 2014, parce qu'il faut le dire. Et puis, je dis aussi, il faut qu'on ait la présence d'esprit de rappeler l'histoire. Vous parliez tout à l'heure d'autonomie en brandissant la lettre de la FIFA et d'indépendance, oui, d'autonomie et d'indépendance des fédérations. Mais on ne peut pas imposer à une organisation des textes qui n'ont pas été validés par son Assemblée générale. Donc ça veut dire que... Parfait, ce qui est revenu longuement sur cette sauf que nous, la semaine dernière, la mémoire de journalistes nous amène à leur rappeler ce qui est écrit dans les textes. Malheureusement. Donc on a compris, parce que quand vous évoquez les textes de 2014, ils vont dire entre-temps, il y a eu des nouveaux textes. Donc, qui ne peuvent pas être imposables à la FPC. Alors, et même, si vous permettez 30 secondes... Coach Ernest Mabouka, non, je ne permets pas, désolé. Coach, on va évoluer toujours par rapport à ces préparatifs du CHAN. Est-ce que vous avez quand même l'occasion de regarder un peu comment ça se passe avec les autres équipes? On sait que le calendrier de la compétition a été publié il y a quelques jours. Quand vous regardez un peu ceux qui vont participer aussi à ce CHAN-là en janvier, où est-ce que vous situez le Cameroun? Ouais, pour le moment, là, je peux vous dire que c'est un peu difficile. Parce que tant qu'on n'a pas encore commencé le championnat, nous ne pouvons pas avoir déjà le stage de nos joueurs camerounais. Parce que quand vous regardez tous les matchs que Aroga joue là maintenant, ce n'est pas les véritables matchs des pays qui vont compétir dans le championnat, le CHAN. Ça, c'est les matchs juste pour essayer de mettre les joueurs quelque chose dans les jambes. Mais
véritablement, dans son programme, je crois qu'il a les matchs qu'il devait jouer. Le Sud-Soudan est venu, il est revenu. Mais il a d'autres matchs. Mais c'est difficile parce que l'administration, sûrement, ne lui donne pas ces matchs-là pour avoir le début de la compétition. Maintenant, ce qui va lui faire plaisir, c'est de recommencer le championnat. Si le championnat recommence, est-ce que on joue 3 matchs en une semaine? Ça veut dire que dimanche, mercredi, dimanche, on aura déjà que les joueurs qui... L'autre jour, quand vous regardez, Ojon était capitaine quand même dans cette équipe, où Aroga parlait tout le temps qu'il est l'homme à tout faire de son équipe, capitaine, mais qu'il ne se retrouve pas là aujourd'hui parce que l'indiscipline, parce que quelque part... Et vous allez voir que cette discipline va faire en sorte que tant que les joueurs n'ont pas encore commencé le championnat, ils ne seront pas sérieux. Parce qu'ils sont campés, ils vont aller jouer les matchs comme des Panthères, des Banganté. Panthères, c'est une équipe, ils se connaissent entre eux. Mais en jouant déjà avec l'adversaire, comme le Sud-Soudan, moi je dis que c'était un match. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils perdent. Et dans ce match, on n'a pas eu même perdre ce match. Nul n'était le pénalty raté de l'équipe de Sud-Soudan. Donc pour moi, je dis, j'ai peur. En tant que technicien, ça veut dire que Aroga aujourd'hui ne doit pas se dire qu'il est en train de aller dans cette compétition en se disant qu'il sera favori. Non. D'autres pays se préparent. Comme la Libye qui va venir ici, qui a remplacé, je crois, le Maroc. Ils se préparent. Toutes ces nations ils se préparent, ils jouent des matchs amicaux. Et ces joueurs, la majorité de ces joueurs, sont même dans les équipes nationales qui sont en train de jouer les matchs. La majorité, parce que quand vous regardez aujourd'hui, le Zimbabwe, la majorité des joueurs jouent dans le championnat zimbabwéen. Ils ont joué les matchs amicaux l'autre jour. Vous voyez un peu. Donc ça fera en sorte qu'ils sont en train de préparer cette compétition. Pour nous, j'ai peur. Je crois que même dans les jeux du coach, il a peur. Parce que quand il parle des statistiques, quand il parle sur le plan technico-tactique, il n'est pas encore à 100% à voir son équipe en train de jouer comme il veut. Parce que quelque part, il n'a pas encore son maillon. Il n'a pas encore son maillon, pourquoi? Il avait son maillon quand il quittait avant le Covid. Lui-même parlait de ça tout le temps. Ça veut dire que... Il faut le dire, ces statistiques sont là hein, depuis qu'il est arrivé. C'est-à-dire il y a 11 matchs, c'est 5 victoires, 5 matchs nuls, une défaite. Donc, ces statistiques sont là. Sur la base de ça, on peut au moins déjà faire quelque chose pour savoir s'il fait du bon travail. Voilà. Donc, maintenant, comme Sylvain a dit, je ne peux pas donc... Ces statistiques, quand tu regardes quand on quittait le camp, ça veut dire qu'il est parti au Congo jouer 2 matchs. Au Congo, est-ce qu'il a perdu? Non. Là, il était déjà à l'extérieur. Vous comprenez un peu? Maintenant, quand il revient au Cameroun, et en ce temps de Covid, quand on regarde des matchs de Panthères, pour moi, c'est des matchs, mais qu'on ne devait pas compter. Mais quand tu regardes le Sud-Soudan, ça c'est un match qu'on devait compter parce que c'est un adversaire qu'on ne connaît pas. Et maintenant, quand il joue avec les petits, comme il va jouer au Faux Vazir ou autre, pour moi, je me dis qu'il ne fallait pas qu'on regarde à ce niveau-là parce que les joueurs camerounais, je suis un champion, un tournoi qui se passe au Stade Sikam. Dauphine bat Bamboutos, avec tous les joueurs de Bamboutos dans le stade. Cette motivation que le jeune joueur qui joue contre un joueur comme Ojon, comme Ndji, est différent. Ça veut dire que le joueur de Panthère de Banganté, le Panthère de Banganté contre l'équipe nationale A', ils ont une influence, une motivation plus, parce que quelque part, ils se connaissent entre eux. Donc pour moi, je dis la peur que j'ai, c'est que le championnat n'a pas encore commencé. De deux, est-ce que Aroga, les matchs qu'il a calés, il aura ces matchs avant la compétition? Est-ce que le programme qu'il est en train de faire, est-ce que le gouvernement et le ministère, puis la fédération va lui donner le temps de pouvoir ne serait-ce que, ou avoir confiance en lui? Parce que là, maintenant, il a peur. La peur, c'est que tout le monde qui est dans le staff peut être confiant parce qu'ils sont aussi au Cameroun, ils se connaissent, mais lui, il sort de l'étranger. C'est un Camerounais qui est chez lui, mais qui ne se ressent pas chez lui. Parce que quelque part, quand vous regardez, même dans les yeux, quand il parle, il se croit qu'il est en Espagne. Mais la réalité du Cameroun est là. La réalité du Cameroun est que tant que minuit n'est pas encore arrivé, tant que minuit n'est pas encore arrivé, tu n'es pas sûr de toi. Parce que quelque part, les coulisses, les gens parlent, les gens disent des choses. Je crois que tout le monde, tout Camerounais est un entraîneur de football. Ça veut dire que même le spectateur peut te dire comment le match se joue, qu'est-ce qu'il pense. Donc pour moi, je crois que nous devons quitter, laisser les techniciens faire leur travail
et avoir confiance aux techniciens. On va peut-être, Adonis Yamen qui s'occupe de la réalisation, écouter l'extrait de cette interview qu'il a récemment accordée par rapport justement à son équipe. On écoute cet extrait, Adonis. Partis, comme ça sans dire un mot, sont partis, sont allés signer ailleurs, et sans même avertir. Et je voudrais rappeler ici, aujourd'hui, que celui qui n'est pas prêt à partir après le CHAN ou à faire des projets après le CHAN, qu'il enlève le maillot, le vert ou jaune maintenant et qu'il s'en aille. Parce qu'ici, on veut des gars qui respectent, on veut des joueurs qui respectent la nation. Et il est question, n'est-ce pas, de respecter ces nations. Il est question, n'est-ce pas, de gagner le CHAN. Et je veux des gars, des joueurs capables, n'est-ce pas, d'être là, présents jusqu'au niveau, jusqu'à la fin du CHAN. Donc celui qui n'est pas prêt, je le dis clairement ici, celui qui n'est pas prêt, qu'il enlève le maillot et qu'il s'en aille tout de suite. Qu'il s'en aille tout de suite. Je vous le dis clairement. Bon, Timothée Makongo, comment vous trouvez le temps? Ben, je trouve un peu indécent. Parce que bon, c'est comment? Je vais dire que le test, l'esprit du test, de ce qu'il dit, est très bien. Mais il s'agit de jeunes footballeurs qui ont encore une certaine fragilité dans la compréhension des choses. Hein. Il faut leur parler dans une autre forme de compréhension, pas de manière totalitaire. Parce que, en fait, c'est lui, l'entraîneur, celui qui parle là, il est du côté de l'administration. Il est du côté de la gestion. Ces gars-là sont du côté de ceux qui subissent et qui ont d'autres projections dans leur tête. Ça peut être des projections liées à leur ventre, ça peut être des projections de devenir des grands joueurs, d'être devenir des stars de demain. Et en fait, il faut un bon psychologue pour parler à ce genre de personnes. Là, moi, je trouve que c'est grossier, c'est même indécent. Mais l'esprit, ce qu'il dit est bon. Mais ça a été mal dit. Celui qui n'est pas prêt. Oui, oui, le vert rouge qui s'en aille. Et moi, je vous dis, non. Après, ce ne sera même pas lui qui va décider. C'est ça, soit un ministre, soit un Gugus qui est là, qui a fait ta faute, ou quelque part dans un ministère qui va dire, ah bon, il peut partir. Ou même, si il s'en va, le jour il veut revenir, être dans l'équipe nationale, il va voir son frère ministre ou quelque chose. Allez, mettez-moi à l'équipe nationale. En fait, c'est tout ça, c'est ça que Sylvain parlait tout à l'heure. C'est des organisations. Le ton n'est pas. Le ton n'est pas approprié. Il n'est pas approprié. Non, non, il n'est pas approprié. Pour moi, vraiment, il n'est pas approprié. C'est un ton typiquement totalitaire du Cameroun. C'est-à-dire que les gens adoptent chaque fois un ton menaçant quand ils n'ont plus d'arguments pour convaincre. Mais donc, je dis, Timothée, vous avez été footballeur. J'étais footballeur. Quand un entraîneur s'adresse, par exemple à vous, est-ce que ce n'est pas peut-être pour vous booster davantage, pour que vous preniez conscience de l'enjeu? Voilà l'entraîneur, il va vous dire. Il va vous dire. Voilà, et nous avons fait avec un stage d'entraînement avec un entraîneur... mais déjà de votre posture de joueur quand même. Non, je te dis, en tant que joueur, la plupart des entraîneurs étaient très très conscients, très subtils. Ils avaient le moment où ils pouvaient hausser le ton. Parce que au moment où ils haussent le ton, il a raison. Parce que nous sommes dans une réalité de bêtises. Mais ils savaient cajoler aussi les joueurs. C'était extraordinaire. Il y avait un mixage, un mariage subtil entre le joueur et l'entraîneur. Hein? Oh, maintenant la concurrence, bon, les entraîneurs mettaient longtemps dans les équipes, hein, c'était pas les entraîneurs qui font 6 mois qui partent. Ceux qui viennent maintenant, ils pensent à leur carrière d'abord. Ils ne pensent pas à la formation des jeunes. Et c'est ces deux positions absolument différentes et qui peut entraîner des conflits. Hein? Donc l'entraîneur qui vient, il se dit, il faut que vous fassiez ce que je veux. Vous devez courir comme ça, faites 20 mètres, sans expliquer. Nous, à l'époque, on nous explique. Moi, j'ai appris, à un âge, j'avais 19 ans, j'ai appris qu'on disait qu'il faut désormais que vous, dans la modernité du football, que celui qui est latéral gauche ou latéral droit, sache faire. On nous apprenait à faire les 100 mètres aller-retour, 100 mètres aller-retour, aller-retour, parce qu'il faut que le latéral, on nous expliquait pourquoi c'était important dans le football total et pourquoi il fallait être déplacement. On nous faisait des schémas sur les tableaux, hein, pour que nous puissions comprendre. Et ils vous disaient, vous avez compris. Et quand vous n'aviez pas compris, ils reprenaient. Lui, il est bien placé pour savoir qu'on ne gronde plus le footballeur. On ne gronde plus. En fait, on lui parle comme quelqu'un de très sensé. Ce ton-là, c'est un mauvais ton pour moi. C'est indécent. C'est vrai. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Alors, coach,
Bon, je vais revenir un peu en demandant à Timothée Makongo que quand vous appelez, vous préparez une compétition et vous appelez un joueur qui vous dit que je suis à vous, je serai là. Ouais. N'entendez pas ce que les gens disent. Quel est le ton que vous devez prendre? C'est ce ton-là. Quand il dit que... Ça veut dire que ce joueur vous dit que je vous garantis, coach, je serai là pour vous, pour jouer le chant. Et bien après, ce joueur se retrouve en train de signer un contrat à l'étranger. C'est le ton que le coach devait ne serait-ce que avoir. Parce que quoi? Dans le monde du football, il y a deux choses. C'est ce que vous avez eu avant. C'est pour ça que vous avez été les grands joueurs du Cameroun. Je vous le dis pourquoi. Parce que le président de Léopard venait chez vous, causait avec vous. Il était avec la famille. Aujourd'hui, c'est ce qu'il a pris avec ses enfants. Parce que quand j'appelle Aroga, je lui dis que, mais j'ai lu quelque part que votre gardien est en train de partir au Congo. Il dit, pardon, excuse-moi, je vais l'appeler maintenant. Il doit me dire la vérité parce que moi aussi, ma tête est là-bas. Avant le Covid, il avait son équipe type. Ça veut dire qu'ici on jouait la compétition là. Comme Sylvain a dit, on devait déjà avoir à faire le bilan. Le bilan devait être là. Le Covid est venu arriver au moment où ça a chamboulé tout. En chamboulant tout maintenant, vous êtes toujours au téléphone avec vos enfants. Ça veut dire que vos 22 jours ou 20 jours qu'il avait dans la liste, ou 18, il était au téléphone avec eux tout le temps, en leur demandant comment vous allez. Vous avez fait le travail, la programmation que tu as dit que c'est déjà organisé, non? Parce que le travail dont tu es en train de parler là, c'est un travail extra qui n'a rien à voir avec l'organisation. Mais il faut quand même dire quelque chose. Oui, c'est vrai. Nous côtoyons les joueurs tous les jours. Le joueur, la principale caractéristique d'un joueur, c'est l'égoïsme. Le joueur ne pense à personne d'autre que lui. Très souvent. Lorsqu'on ne les convoque pas à l'équipe nationale, on ne nous aime pas, pourtant on est performant, on est ceci, vraiment on ne comprend pas pourquoi le coach ne nous convoque pas. Quand on vous convoque, on commence la préparation et à quelques jours de l'échéance, vous partez signer un contrat. Donc il faut prendre On les a lâchés d'abord. Non, je dis vous partez signer votre contrat. C'est-à-dire, le coach a compté sur vous, vous semblez être sur toute cette tablette le numéro 1, vous êtes tablette le titulaire. Et dès que le premier contrat se présente, tac, vous partez jouer. On ne va pas empêcher un joueur de suivre sa carrière, surtout qu'au Cameroun, il n'y a rien. Ouais. Mais il ne faudrait plus non plus qu'on ait l'impression, et c'est l'impression aujourd'hui qui commence à se dégager, c'est qu'en fait, l'équipe nationale, que ce soit pour les joueurs, les managers et leurs présidents de club, c'est beaucoup plus aujourd'hui une vitrine. Donc ce n'est même plus un endroit où on va défendre. Non, c'est une vitrine. C'est-à-dire, on se bat vite parce que dans le CV, pour vendre en Azerbaïdjan, en Chine et tout, il faut qu'il figure international camerounais. Dès qu'on a international camerounais dans votre passeport, tac, on peut facilement vous vendre. Donc ce n'est plus un endroit où on va jouer au football pour rendre service à la nation. C'est le sentiment qui se dégage de plus en plus. Et face à cela, je pense que de manière pédagogique, c'est un bon discours que le coach tient. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque Hugo Broos arrive au Cameroun, c'est ce discours qui tient. Non, attention. Et ce discours, qu'on le veuille ou pas, ça c'est mon avis personnel, c'est ce discours qui nous a donné la CAN 2017. Et c'est ce discours qui a permis à Aboubakar Vincent et Nkoulou, dont les carrières commençaient à piquer, à se rebooster, parce qu'il a suscité en eux une rage de démontrer qu'on peut faire mieux que ça. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé avec Hugo Broos. Voilà. Hugo Broos a commencé un discours parce qu'il avait un problème avec les dirigeants camerounais, mais Hugo Broos avait presque une magie d'encadrement de ces jeunes-là. Moi, je l'ai vécu, j'ai vécu toutes les cannes là où il était. J'étais même quand ils ont gagné à Malabo. Quand ils ont fait 2 semaines à Malabo, j'étais là-bas, nous étions nombreux. Mais nous qui détestions au départ Hugo Broos, nous avons admiré ses capacités de management. Et ça nous a rappelé l'ancienne époque. Ça ne veut pas dire qu'un entraîneur ne peut pas avoir un discours dur à un moment donné, mais il faut savoir comment le rattraper à un moment donné. Si ce gars est parti, c'est parce qu'il a perdu toute confiance à toute organisation, même à son entraîneur. Il a perdu confiance. C'est-à-dire l'entraîneur n'a pas utilisé les qualités subtiles pour le garder. Je vous dis, même quand un enfant n'est pas national, parce que déjà, s'il part, ça veut dire qu'il n'est pas nationaliste. Nous, à notre époque, presque tous les footballeurs de l'époque
et mon époux étaient des nationalistes. Nous aimions le drapeau camerounais. Or, nous entrons dans une réalité d'égoïsme avancé, partant du haut de la sphère camerounaise jusqu'au plus bas de la sphère camerounaise. Les enfants deviennent de plus en plus égoïstes, jusqu'à ne même plus respecter les parents. Tu vois facilement un enfant de 15 ans qui ne respecte plus son père de 60 ans. Bon, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que quand il parle aux enfants comme ça, en fait, il a oublié qu'il y a un environnement qui les a déjà façonnés. Qui les a déjà comment dit-on ça, presque fait perdre, ils sont perdus, formatés. Donc maintenant, il faut y aller d'une certaine manière. Je vous assure, il y a un entraîneur latino-américain qui nous a pris en charge. Il y a à l'époque, là, peut-être que tu le connais, un entraîneur qui faisait le tour du monde, qui travaillait pour la FIFA, là, et qui, avec Semila, qu'il avait d'ailleurs invité pour les anciens joueurs. Ce gars-là dit, maintenant, la psychologie qu'on utilisait n'est plus valable que les entraîneurs utilisent maintenant. Il se fâchait quand il arrivait dans les stades. Nous sommes allés voir un match de Canon de Yaoundé contre un club, là. L'entraîneur, c'était un enragé, un fou enragé. Il insultait ses joueurs de manière... Mais je vous dis, je n'avais jamais vu ça. Je me suis dit, si moi j'avais subi ça dans le Canon, j'ai arrêté le football depuis longtemps. Je n'avais pas vécu ça. Donc, moi, un discours comme ça, c'est des gars qui viennent en stage, ils sont présents, ils sont volontaires. Commencez par leur expliquer d'une manière très subtile. Quand tu dis à quelqu'un... C'était pas le premier stage, hein. C'était le énième stage. C'était le énième stage, je dis... Et quand vous êtes un coach, quand vous êtes un coach, enlevez le maillot camerounais, jetez-le. Épaté. Oui. Venir à l'équipe nationale, comme vous le disiez il y a un moment. C'est un honneur. Même le drapeau, le maillot, les couleurs de la patrie, c'est... Comme on dit, comme les militaires disent, la patrie... Oui, la patrie en danger, oui. Voilà. C'est que moi, je voulais dire... On va sortir et puis on va... Je vais vous sortir, Timothée. Ce que moi, je voulais dire, c'est que quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, il y a deux choses. Ça veut dire que nous, les techniciens n'ont pas pris le côté management. Je vais vous donner un cas très simple. Ça veut dire que ce gardien sort de Coton Sport de Garoua. Coton Sport de Garoua savait déjà qu'il devait partir. Ah bon? Oui, puisque dans la liste des joueurs qu'on devait renvoyer, qu'ils ne devaient pas renouveler le contrat dans Coton. Tu suis ce qu'il dit, non, écoutez un peu, Timothée. Vas-y. Là, on le perd déjà parce que Coton ne le voulait même plus. Ce garçon a signé le pré-contrat pour cette équipe. Quand il a terminé de jouer le championnat avec Rigobert Besson, la Coupe d'Afrique, là, de U23, il avait déjà signé le pré-contrat. Ah bon? Et il a eu des réunions avec son entraîneur qui est Yves Aroga, où l'entraîneur lui avait dit, si nous jouons le CHAN avant le Corona n'était pas là, il devait partir signer. Maintenant, cette garantie était entre lui et son entraîneur de lui dire la vérité que, gars, on n'a pas pu jouer. Mais est-ce que c'est sûr que comme tu parles là, tu vas partir? Il lui a dit que non, je vais signer dans Bamboutos. C'était donc la négociation entre Bamboutos pour qu'on le prête de de l'équipe pour revenir à Bamboutos. Sachant que le championnat va commencer. Maintenant, qui devait gagner? C'est Bamboutos. Ça veut dire qu'on a perdu tout avec notre lenteur sur le plan administratif, qu'on n'a pas pu jouer avant que le gars ne parte. Il devait jouer dans Bamboutos. C'est ça qui fait donc Aroga prendre cette position. Parce que ce n'est pas le premier, le deuxième. Avant ça, il y a eu un autre qui est parti pour la Tanzanie. Vous comprenez un peu? C'est autant de choses. En 2018, on a vécu le même cas avec le CHAN, des départs en cascade à la veille de la compétition. Voilà. Le joueur professionnel qui ne peut pas permettre à un joueur de rester serein, de garder toute sa sérénité. Deux choses. Le joueur professionnel, selon Hugo Bros, c'était pour les motiver. C'est pour ça que vous avez vu les gars qui nous ont donné une Coupe d'Afrique. Ça veut dire qu'Aboubacar et Nkoulou. Maintenant, de l'autre côté, dans notre championnat, quels sont ces entraîneurs qui sont managers dans le club qui peuvent ne serait-ce que faire comprendre à un joueur que si tu ne pars pas aujourd'hui, demain quand tu pars, tu seras revendu par rapport à la valeur qu'on te donne aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que si après le CHAN, avec la taille de ce garçon, ce n'est pas l'équipe là. AS Vita. Ça devait être peut-être une équipe européenne. Dans le mercato qui devait venir chercher au Mossola. Peut-être. C'est dans ce sens-là que je dis. Peut-être. Parce que si nous savons, si moi j'ai été dans le monde professionnel, je connais ce que je suis en train de dire. On regarde le nombre de matchs que vous jouez avec votre nation. Ça vous fait augmenter un peu la valeur. Donc, c'est dans ce sens.
qui ne te Qui dirait... plus est titulaire. Voilà. Et qui ne dirige pas que le même coach qu'Yves Aroga aujourd'hui, avec tout ce que cela comporte. Parce que moi, je ne vais pas dire ça aujourd'hui aux médias, il y avait déjà quelque chose qui était avancé dans un pays européen par rapport à ce garçon. Donc ça veut dire que ça entre dans l'énervement de tout. Nous perdons, et la famille perd, mais... Parce que nous ne sommes pas, nous n'avons pas des managers dans des clubs qui peuvent nécessairement manager ces joueurs. C'est pour ça que nous perdons. Vous comprenez un peu? C'est dans ce sens-là que je voulais... Tout à fait. Merci, coach. Évidemment, on va suivre l'évolution des Lions à prime par rapport à cette compétition qui démarre le 16 janvier, ici même au Cameroun. On va parler des Lions A. Les Lions A qui ont repris du service, Sylvain Kwambi. La semaine dernière, il y a eu ce match amical du côté des Pays-Bas, 0 but partout face au Japon. Comment est-ce que vous avez trouvé cette équipe? Je l'ai trouvé bien, parce que ne perdons pas toujours de vue qu'on sort d'une période assez difficile. Et quand vous êtes dans des pays comme les nôtres, heureusement qu'ils jouent tous en Europe, mais quand vous êtes dans des pays comme les nôtres où on n'a pas une certaine projection, et que vous voyez une équipe on peut dire quoi, c'était une équipe se comporter. Non, je ne dis pas que c'était notre niveau, peut-être on pouvait faire plus, mais par rapport au contexte qu'on connaît, qu'on vit, et quand on voit une équipe mal préparée, qui réagit bien par rapport à une équipe où toutes les conditions sont réunies, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien. Et je pense que dommage qu'on soit toujours en train de parler de reconstruction dans notre équipe. Je ne sais pas si... depuis des années. Depuis des années, les jeunes ne font que défiler et partir, mais c'est toujours la reconstruction. On est toujours à la recherche des jeunes joueurs. Bon, c'est vrai, le monde entier, il faut le dire, connaît une grosse crise de talent. Vous avez bien vu qu'il n'y a que 2 joueurs aujourd'hui qui dominent le monde du football depuis plus de 10 ans maintenant. Les ballons d'or, c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc, le Cameroun ne peut pas faire exception de cette crise de talent. Mais on a quand même vu quelques bonnes choses. On a vu des jeunes. J'ai été très heureux de voir comment le jeune ancien pensionnaire d'APGS au milieu de terrain, Oumgouet, j'ai vu comment il s'est comporté. C'était plaisant de voir un jeune dont l'ascension est bien faite. Donc ça faisait plaisir. On a vu beaucoup de jeunes qui se sont exprimés, qui ont démontré qu'ils ont l'envie d'intégrer cette équipe nationale si jamais on leur donnait leur chance. Donc pour moi, c'était ce qui était le plus important, le comportement de ces jeunes. Pour moi, dans l'ensemble, le résultat m'importait. Et on a aussi bien vu que le Cameroun reste quand même une terre de gardiens. On en étant par là, on doit assurer véritablement. Donc c'était le plus important. Maintenant, il faut dire que cela n'est pas allé sans scandale comme d'habitude avec ces affaires de tester positif, tester négatif au Covid, entre le club testé positif, entre l'équipe nationale testé positif et le retour au club testé négatif. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup de petites choses qui ont quand même émaillé ce match et qui rentrent toujours dans la préparation. Et qui dit préparation, c'est l'administration. Parce qu'il faut le dire, Makeda, un match de football qui se joue en 90 minutes n'est que 10% de ce qui entre dans la préparation de ce match. Donc ça veut dire que 90% est fait par l'administration. Et quand on a une administration comme avec beaucoup de combats comme on vit actuellement là, vous comprenez que ça doit absolument avoir une répercussion sur la préparation de nos compétitions et c'est très compliqué. C'est pour ça que vous voyez, au CHAN, on a beaucoup de difficultés. Heureusement que les Lions ont essayé. Donc, heureusement que peut-être ça peut changer d'ici janvier. Makeda, le football est scientifique, sauf miracle. Il ne faut pas attendre grand-chose du CHAN. Je dis bien sauf miracle. C'est-à-dire, sauf miracle, je le dis bien, il ne faut rien, il ne faut pas attendre grand-chose du CHAN. On n'attendait pas grand-chose des Lions. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Le récent CHAN, avant celui qu'on va jouer ces derniers temps-ci, cette équipe a eu les meilleures conditions possibles de préparation qu'une équipe du CHAN n'a jamais eu. Et vous savez pourquoi on n'a pas gagné? À cause de l'environnement. À cause de l'environnement. Ce qui a sauvé les U17, il faut le dire, c'est l'environnement qu'on a créé pour essayer de contrecarrer
un certain nombre de Ouais, choses. ouais, ouais. Vous avez vu, ça, c'est bien vu, le coach est allé jusqu'à prendre sur lui-même, sachant qu'au sorti de là, il devait être limogé. Mais il a dit, je préfère prendre ce sacrifice de dénoncer un certain nombre de choses. Ouais. Et ces dénonciations ont freiné un certain nombre d'élans qui ont permis quand même de conserver le peu qu'il fallait conserver. Et cela a produit et il n'a pas été soutenu. Voilà, il n'a pas été soutenu. Et ça a produit ce résultat. En 2017, c'était la même chose. L'environnement qui a été créé. Donc, c'est-à-dire, le coach a eu la chance que les joueurs ont adhéré à son discours et eux-mêmes ont créé un environnement qui a permis de favoriser la cohésion qui a mené à cette CAN. Donc, ce qui se vit actuellement chez les Lions a prime. J'ai dit, bon, on reviendra ici. On reviendra ici peut-être à mi-février. Et vous peut-être vous me donneriez raison, mais je dis, il ne faut pas s'attendre à grand chose pour le Chan, parce que tel que c'est parti, avec les pratiques occultes qu'on suit dans la tanière, les menaces de limogeage d'un coach à 3 mois d'une compétition, il n'y a que le Cameroun qui excelle dans ce genre d'exercice. Et tout ce qu'on vit là, des joueurs qui partent en cascade, des managers qui embrouillent, les présidents de clubs qui se bagarrent, et tout ça, on veut imposer des joueurs. Donc vous voyez que dans tout ça, la sérénité ne peut pas faire qu'on puisse avoir une préparation optimale voilà, pour gagner le Chan. Alors Timothée, vous avez regardé ce match contre le Japon? Oui, sans complètement partager l'avis de Sylvain, j'ai plutôt vu dans cette équipe, je cherchais à voir la stabilité, parce que je sais que le Japon, les Japonais sont très organisés, ils sont restés dans l'entraînement, et je voulais un peu regarder au niveau de l'équipe camerounaise et l'expression au niveau des petits trucs que nous appelons les petits trucs des footballeurs. Et j'ai trouvé cette équipe acceptable, sincèrement. Hein? Je pense qu'ils ne sont pas encore complètement au point, mais elle est acceptable. Et je vous assure que beaucoup d'équipes ont dû réussir leur truc parce que quand vous voyez par exemple l'époque de Tofis, Olembe, tout ça, ils ont à peu près 8 jeunes qui ont grandi ensemble pendant près de 10 ans. Hein? Ils ont donc gagné une certaine stabilité. Nous avons un problème, c'est qu'on change trop les joueurs. Tout le temps, il y a des changements. Les gars ne gardent pas une certaine stabilité. Et des mécanismes qui deviennent presque des trucs qu'on fait comme ça. Là, tu sais que Paul est là, Roger par là-bas. Vous connaissez. Toutes les équipes qui ont gagné longtemps, qui ont gagné les compétitions, le Canon, le Tonnerre, l'Union de Douala, c'est parce qu'ils avaient des joueurs qui gardaient longtemps. Toujours une ossature qui restait 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans ensemble. Et partout dans le monde, on a eu la FIA de Conakry, on a eu Ajax Amsterdam en France. Toutes les équipes où il y a des joueurs qui restent longtemps, avec un entraîneur évolutif, je veux dire, parce que les entraîneurs sont obligés d'être très, très évolutifs, c'est-à-dire de suivre l'évolution du football d'une certaine manière, ça marche très bien. Cette équipe que j'ai vue, je l'ai vue. Sincèrement, moi, je l'ai vue bien. Je l'ai vue bien. Bon, elle n'a pas, je ne peux pas juger de son niveau réel, mais je regardais comment elle se comportait face aux Japonais. Et je me dis... Il faut rappeler que ce même Japon a battu la Côte d'Ivoire il y a quelques jours, 1-0. Voilà. Alors, coach, ce match amical contre le Japon, ouais, Sylvain a dit que c'est une équipe acceptable, hein, vu le contexte, etc. Même avis pour Timothée Makongo par rapport à ces Lions indomptables, sans vouloir revenir sur ce qu'ils ont dit. Pour vous, techniquement, quels sont peut-être, je ne sais pas moi, les différents compartiments ou alors les bons points, les mauvais points de manière globale? Bon, je vais d'abord commencer par le gardien de but. Par le gardien de but. Voilà, allez-y. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas ce problème. Comme a dit Sylvain, on a 2 grands gardiens de but. Qu'est-ce qui fait la force d'un gardien de but? C'est les 4 personnes qui sont devant lui. Ça veut dire aujourd'hui, on a trouvé cette stabilité en se disant que Moukouri fait mieux que ceux qui étaient là avant. Ça veut dire qu'il se complète avec le capitaine. De gauche à droite, oui, Koulou revient. Ça veut dire que quoi? On a déjà cette confiance qu'on aura au niveau de la défense. Ça veut dire que Moukouri n'est pas là, Koulou est là, Ngande, tout ça, tout le bord qui est là. Et pour moi, Faye et Yongo Bitolo rassurent et rassurent tous les jours. Vous comprenez un peu? Quand on regarde au milieu de terrain, on trouve ce garçon,
Umbwitz, quand on regarde comparativement à ce que nous avons eu avant, on regarde les Rigobert, les Alexon, on regarde un peu les milieux de terrain qu'on avait avant, on retrouve un peu ce visage-là, des Carabiques, où on n'a pas eu trop de problèmes au niveau du milieu de terrain. Ça veut dire que ce gars était, toutefois qu'on perdait le ballon, on resserrait la ligne. Et vous avez vu une équipe japonaise qui va plus vite, n'a pas pu aller vite parce que quelque part, on ne leur donnait pas le temps de pouvoir transiter en mettant les ballons qui devaient causer des problèmes à notre défense. Bien. Donc, voilà donc quelque chose que nous gagnons. Et là où nous avons cloché, c'est au niveau de cette transition entre le milieu de terrain et l'attaque. La balle revenait beaucoup. Parce que vous avez un attaquant qui joue tout le temps, même dans le championnat européen, sur les côtés. Se retrouver doit tourner dans les buts. Qu'est-ce qu'il doit-il faire? Il doit faire une passe retour. Le premier ballon que nous avons eu, c'est quand il était sur le côté et il a fait le centre pour que quelqu'un d'autre tête. C'est là où on a eu un coup de tête qui est passé hors des buts. Donc pour moi, j'ai trouvé que nous avons eu ce problème au niveau de cette transition entre le milieu de terrain et l'attaque. Mais sur les côtés, ça allait. Ça veut dire qu'on faisait tout ce qu'on pouvait faire sur les côtés. Maintenant, trouver la bonne personne qui pouvait être à l'axe de but pour ne serait que finir, c'était difficile. Donc les Japonais ont compris ça. Et maintenant, là où moi j'ai dit que nous avons gagné... Ça veut dire quoi? Offensivement, le Cameroun... Offensivement, on a un problème. Tu ne peux plus retrouver à l'époque Patrick Mboma, Samuel Eto'o. Ça veut dire que quand les deux jouaient, tu sentais vraiment que la défense adverse avait des problèmes. C'est l'un des meilleurs plans d'attaque qu'on a eu. Il y avait Toko Ekambi quand même. Toko Ekambi qui joue en couloir dans son club, qui se retrouve n'a pas cette facilité de pouvoir ne serait que tourner face au gardien. Vous regardez, on a eu quelques occasions de but où on était 1 contre 1, il ne savait pas quoi faire. Par contre, vous le mettez sur les côtés, il sait qu'il va déborder sur les côtés pour faire le centre. Mais ça a souvent toujours été ça le problème. Hein. On vous dit, le joueur, il joue à tel poste en club, mais en équipe nationale, il est placé à un autre poste. Donc, le coach s'est dit qu'avec sa vitesse, nous devons utiliser sa vitesse. Ça veut dire qu'à lui mettant les ballons derrière la défense, parce qu'il va plus vite. Maintenant, lui-même ne sait pas exploiter ces ballons qui vont derrière la défense. Ça veut dire que se donner le temps de pouvoir faire en sorte que là où il veut le ballon, le numéro 10 qui était là pouvait lui donner cette passe. Non, il ne peut pas, parce qu'il y a une course à faire. Il y a une manière de pouvoir ne serait-ce que piéger la défense pour ne serait-ce que recevoir le ballon là où tu veux le ballon. C'est ce que nous ne voyons pas à l'équipe nationale. Je vous donne un exemple. Un certain Patrick Mboma, quand il savait que le match était difficile, il rentrait au milieu de terrain, le temps qu'il arrive à l'attaque, vous ne savez même pas à quel moment il est arrivé là, et c'est déjà le but. Vous comprenez un peu? Quand vous prenez le cas de Samuel Eto'o, il va commencer sur les côtés. Mais le temps que vous croyez qu'il est sur les côtés, il est déjà à l'axe et c'est le but. Donc je crois que c'est cette combinaison qu'on n'a pas encore eue à cette équipe nationale aujourd'hui. Il s'appelle Samuel Olembe. Voilà. Parce que ça faisait quand même... Salomon Olembe. Vous voyez Salomon Olembe qui va sur le couloir du côté gauche, qui se retrouve, qui fait 1-2 avec Samuel Eto'o, il se retrouve facilement dans les 18 mètres. On n'a pas vu ces combinaisons de 1-2 pour ne serait-ce que battre la défense adverse. Et on a eu le weekend link, comme on dit en anglais, ça veut dire que le côté faible de l'équipe japonaise qui était le gardien de but, qui n'a eu aucun tir au goal. Donc ça veut dire que le coach a plus de temps maintenant de trouver les hommes qu'il faut, parce que d'abord le capitaine n'était pas là. Et je vous dis, mais si le capitaine était là, c'est lui qui devait jouer comme attaquant, parce qu'il nous a montré des bonnes choses à Paris Saint-Germain. Donc c'est la seule personne que nous comptons maintenant à l'attaque. Les autres qui sont attaquants, qui marquent dans les... Vous avez vu, il a appelé Samé. Il n'est pas venu. Ça veut dire qu'on compte sur les Camerounais. Et moi, je crois que la politique qu'il est en train d'amener aujourd'hui pourra marcher. Parce que quoi? Il est en train de dire que les binationaux qui sont à l'extérieur, qui ont joué dans les U20, U21, il a envoyé déjà les superviser. Si possible, s'ils acceptent de venir, faire aussi les essais. Parce que en jouant ces matchs, parce que nous avons une compétition chez nous, il est probable qu'on ait une équipe forte en menant ces binationaux. Maintenant, de l'autre côté, il faudrait qu'ils se préparent aussi au Cameroun parce qu'il fera chaud. Dans les conditions atmosphériques du Cameroun, il faudrait que ces gars s'adaptent par rapport à notre climat.
C'est là où moi j'ai toujours dit ça, j'ai prôné. Ça veut dire que si nous pouvons organiser un grand championnat, nous pouvons avoir les joueurs du championnat camerounais qui pourront ne serait-ce qu'intégrer cette équipe dans le sens de pouvoir ne serait-ce que leur montrer comment nous avons notre culture ici. Parce que ces stades que nous allons jouer, c'est des stades que les joueurs camerounais vont jouer le championnat là, avant la Coupe d'Afrique. Bon, moi j'ai dit, qui fait ce mélange-là en appelant aussi ceux du Cameroun qui seront meilleurs. Parce que, je vous dis une chose, on a une pépinière. Oui, mais il ne faut pas croire que les infrastructures qu'on a vont beaucoup développer le football. Vous, en tant qu'entraîneur, vous savez ce qu'on appelle la sensation. Avant de venir jouer le week-end sur le gazon, je ne sais pas où c'est synthétique, ou c'est... Non, c'est le gazon naturel. Vous êtes entraîné toute une semaine. Vous avez des sensations. Donc quand vous venez le week-end, vous découvrez des sensations. Donc je ne suis pas sûr que ça va beaucoup faire progresser. Sylvain, je vais vous dire une chose. Si dans la continuité, parce que le CHAN 2000, il y aura un autre CHAN avant la Coupe d'Afrique, c'est quoi? Il y aura un autre CHAN, non? Avant la Coupe d'Afrique? Non, il n'y aura pas. Non. Bon, ce qui veut dire que... C'est pas la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique. Janvier. Et je Oui, crois que le CHAN qui va se jouer en Algérie sera quand? Après, après la Coupe d'Afrique. Donc ça veut dire qu'on aura une équipe qui va se préparer. Ça veut dire qu'on aura l'équipe nationale va se préparer. Il y aura les U23 aussi qui vont entrer dans la danse, quelque part, et puis les U20 et autres. Vous comprenez un peu? Pour moi je trouve qu'on a des footballeurs au Cameroun. Je vous assure, Sylvain Kwambi. Ce que j'ai vu au stade Sikam, 2 jours passés, m'a donné une idée d'un pays qui a du talent. Il faudrait qu'on essaye de pouvoir organiser des choses pour que ce talent pur, qu'on ne les perde pas très rapidement. Parce qu'il y a des jeunes footballeurs dans les centres de formation. Le football camerounais est en train de prendre une réalité, une force, une mouvance au niveau des centres de formation que nous ne voyons pas. Mais je crois que moi, en tant que technicien, ce que j'ai vu à l'étranger, je suis en train de voir ça se transformer dans les centres de formation. Ça veut dire que cette hargne, cette vigueur, c'est pour ça que moi j'ai dit, on a des jeunes footballeurs, il ne faudrait pas seulement que l'entraîneur national puisse ne serait-ce que regarder de l'autre côté. C'est la même chose que j'ai dit à Roga. C'est de voir partout et voir ces jeunes joueurs. Parce qu'il y a des joueurs qui ont gagné la Coupe d'Afrique. Les joueurs qui ont gagné la Coupe d'Afrique avec les U17. Nous avons vu les joueurs dans cette équipe. Oui, mais ils étaient bons. Hein. Nous avons vu les joueurs dans cette équipe. Ils sont où? Aujourd'hui, c'est ça l'environnement là-dessus. Ils sont aujourd'hui calés dans les maisons à cause de l'environnement. Quel est l'environnement? Très simplement, nous avons parlé des managers, non? C'est ça qui tue le football camerounais. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas... Non, pas seulement les managers. Pas seulement les managers, c'est que pas seulement les managers. C'est des présidents des clubs. C'est un problème structurel. C'est structurel. Un problème structurel. Vous avez raison. C'est un problème structurel qui trouve son essence dans l'organisation du football. C'est-à-dire, même vous pensez qu'en Europe, parce que vous êtes manager, vous pouvez balancer des joueurs comme on voit ici chez nous? Non. Tant que rien n'est structuré et rien n'est organisé, c'est normal. Lorsqu'on parle par exemple de manager, je pense que c'est vrai, les parents aujourd'hui peuvent être managers, mais il y a un carnet à respecter pour gérer un certain nombre de choses, pour limiter les dégâts. Oh, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai, il faut juste postuler, payer de l'argent pour être manager, mais il y a au moins des préalables qu'il faut mettre en place pour au moins donner cette licence de management à un joueur. Maintenant, au niveau des clubs, comment est-ce que ça s'encadre? Au niveau des familles, comment est-ce que ça s'encadre? Nous, on vit ce football chaque jour sur le terrain. On côtoie ces joueurs, on côtoie les clubs, on côtoie les présidents et tout. On voit comment ça se passe et je vous assure, c'est très loin. Et c'est pour ça que le football camerounais a des problèmes parce que, en fait, on oublie que le footballeur, qui est le produit premier, c'est une entreprise. En Europe, quand vous voyez par exemple un Nasri, un Mbappé évoluer, c'est un enfant qu'on a commencé à suivre depuis le centre de formation. Ah, c'est vrai. Jusqu'à ce qu'il atteigne la maturation. Ah oui. Mais ici, chez nous, il y a des gens qui dorment, qui ne veulent pas travailler. Et dès que vous avez fini de souffrir dans un centre de formation, comme il n'y a aucune mesure pour protéger,
qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent faire le chantage. C'est-à-dire, c'est tout récemment même que je crois qu'il y a une loi qui permet aux clubs de première division, par exemple, de pouvoir payer une certaine indemnité. Même les indemnités de solidarité, on suit les procès chaque jour. C'est-à-dire, certains présidents s'arrogent de cela, ils ne veulent même pas reverser. Donc, c'est-à-dire, le travail que vous avez fait, on ne veut même pas reconnaître à cause de cet égoïsme exacerbé dont elle faisait pas ma combo. Et c'est tout cet ensemble-là qui crée, et malheureusement, au lieu d'organiser. Je voulais juste finir, Lydie. Oui, je crois que ce que Sylvain est en train de dire aujourd'hui, je peux vous dire que il y a une équipe qui a subi ça. Il y a un enfant qui m'a appelé, il a signé un contrat dans une équipe, il a été renvoyé. Ça veut dire que je me pose 2000 questions. Comment se fait-il que vous signez le contrat à un enfant, un joueur, sachant pas que vous allez l'utiliser? Et demain après, vous vous retrouvez avec 5 gardiens. Une équipe de première division se retrouve avec 5 gardiens où il y a une mésentente entre l'entraîneur principal et l'entraîneur des gardiens. On a été obligé de renvoyer l'enfant. Vous voyez comment va le football sur le plan d'administration au Cameroun. Ça veut dire qu'on ne sait pas là où nous allons. Ça veut dire que nous ne savons pas ne serait-ce que projeter pour ne serait-ce que voir aucune équipe n'a une structure professionnelle. Voilà. Je crois que Coton Sport de Garoua, c'est à tous les niveaux. Oui, c'est à tous les niveaux. C'est vrai. Ce qu'on peut espérer, c'est au moins que le championnat puisse commencer dans un meilleur délai. Oui, le plus rapidement possible. Même si l'argent semble être ce qui... Oui, mais il se pourrait, ça ce sont des indiscrétions qu'on a cru avoir, que les 560 millions qui étaient bloqués au MINCEP la saison dernière, il se pourrait que 100 millions a déjà été débloqué et que peut-être d'ici la fin de cette semaine, les 460 autres millions seront débloqués pour que le championnat débute. D'accord, bon, on va suivre tout ça. Attendons de voir, on va suivre tout ça de très près. De l'autre côté, il y a MTN. Bon, en attendant la dissolution probable. Merci, coach. Un championnat qui va commencer le 31 octobre. Merci Lydie, merci. Merci Timothée. On a en fin d'émission. Merci Sylvain. Merci à toute l'équipe technique. Oh, mais je croyais que j'avais un long discours que je voulais faire là tout à l'heure. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Ok. Bye bye.